Bientôt 15h sur BFM TV. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Dominique. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Serons-nous vaccinés, tous vaccinés, d'ici la fin de l'été? C'est la promesse en tout cas d'Emmanuel Macron, malgré les problèmes d'approvisionnement du vaccin. Il y avait un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Elysée. Les vaccins n'ont pas de nationalité. La France et l'Allemagne envisagent désormais l'utilisation du sérum russe Sputnik V, efficace à 91% selon une étude scientifique. De quoi réjouir Vladimir Poutine dont le vaccin avait été critiqué un temps. Décryptage d'Ulysse Gosset dans ce journal. Colin Berry s'exprime sur les réseaux sociaux. Hier, on apprenait qu'elle accusait son père, le comédien Richard Berry, d'avoir abusé d'elle quand elle était enfant. Richard Berry dément ces accusations. L'exécutif suit l'épidémie au fil de l'eau. Il y avait ce matin à l'Elysée un nouveau conseil de défense sanitaire avant le traditionnel conseil des ministres. Oui, un confinement n'est pas une fatalité, a réaffirmé Gabriel Attal. Le gouvernement affiche donc encore son optimisme. Idem pour la campagne de vaccination. Au mois de janvier, nous avons vacciné 1 500 000 personnes. C'est 50% de plus que l'objectif qui avait été fixé fin décembre pour le mois de janvier. Et au mois de février, nous vaccinerons au moins 1 million de Français supplémentaires. Et évidemment, ces vaccinations vont se poursuivre à un rythme soutenu. Philippe Corvet du service politique BFM TV est avec nous. On apprend donc de Gabriel Attal plus d'informations sur la vaccination. Emmanuel Macron, hier, a été plus loin. Il a assuré qu'à la fin de l'été, tous les Français qui le désirent seraient vaccinés. Donc après le reconfinement, c'est encore un nouveau pari? Oui, c'est un engagement et on verra seulement à la fin de l'été si le président de la République peut le tenir. Mais c'est vrai que ces dernières heures à l'Élysée, ils sont plutôt confiants sur cet engagement. D'ailleurs, on peut noter qu'Angela Merkel a pris exactement le même et avait pris d'ailleurs exactement le même depuis plusieurs jours. Donc il y a un alignement entre la France et l'Allemagne sur cet engagement. Si on fait des maths sans rentrer trop dans le détail, ça fait à peu près... Il faudrait tenir 500 000 vaccinations par jour de semaine jusqu'à la fin de l'été pour arriver à cette vaccination de tous les adultes qui pourraient le souhaiter. Ça voudrait dire multiplier par 5 le nombre de vaccinations par rapport à aujourd'hui. Ça semble difficile parce qu'aujourd'hui c'est assez lent, mais en réalité ça va devenir possible à partir du moment où il y aura des livraisons de nouveaux vaccins. Alors le AstraZeneca qui va arriver dans quelques jours, et puis surtout on attend dans quelques semaines la validation et la livraison du Janssen. En fait c'est le vaccin du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson qui va arriver en masse normalement, qui va être plus simple à administrer. Il suffit d'une dose, il n'y a pas de problème de stockage, donc ça c'est très important pour la France. Autre raison pour laquelle l'Élysée est confiant, c'est qu'ils pensent pouvoir s'appuyer sur l'expérience de la vaccination pour la grippe, qui s'appuie notamment sur le réseau de pharmacies. Et à partir du moment où il y aura dans les pharmacies, à peu près toutes les villes, les quartiers, les villages, la possibilité de se faire vacciner, ça va résoudre beaucoup la question de quel rendez-vous, comment, est-ce que je peux accompagner mon fils, mon père, enfin voilà, ça va simplifier tout ça. Donc ça, c'est une raison de confiance. Et puis la comparaison, on sent bien un agacement de ces derniers jours à l'Élysée. La comparaison est le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a dépassé ou est en train de dépasser 10 millions de vaccinés, de primo-vaccinés, alors que nous, on est à peu près 1,5 million. Et à l'Élysée, on dit, on jugera de l'efficacité le moment venu, quand on sera dans la population générale. Il n'y a pas de bataille d'ego et de communication publique, mais on souligne bien dans l'entourage du président de la République que Boris Johnson, lui, joue une vraie carte politique en démontrant à travers cette campagne de vaccination audacieuse, risquée, plus risquée encore que la France, très risquée, et très rapide, que voilà, sortie de l'Union européenne, avec le Brexit, le Royaume-Uni est plus agile, plus audacieux et plus fort. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Au mois d'août dernier, on se souvient que les Occidentaux avaient regardé avec un certain dédain les annonces de la Russie sur le début là-bas d'une campagne de vaccination en plein été avec un sérum d'ailleurs qui était produit localement, Sputnik V. Et aujourd'hui, fini de sourire. Oui, puisqu'une étude scientifique publiée dans le journal The Lancet vient d'affirmer que ce vaccin est efficace à 91% et désormais de Berlin à Paris. On envisage d'inclure parmi les vaccins destinés aux Européens ce vaccin Sputnik V. Les détails de Marion Bordier. Dans ces camions et sous bonne escorte policière, 40 000 doses du Sputnik V arrivent en Hongrie. L'objectif du premier gouvernement européen a autorisé le vaccin russe contre le Covid-19, vacciner 1 million de personnes en 3 mois. Les doses ont été transportées sans délai au Centre national de santé publique, afin que les derniers tests nécessaires soient effectués avant que les Hongrois puissent les obtenir selon le calendrier de vaccination arrêté. La revue scientifique The Lancet a validé les résultats du Sputnik V, efficace à plus de 91%.
Un vaccin controversé lors de sa conception, mais qui pourrait être utilisé en Allemagne et en France sous conditions. Tous les vaccins sont les bienvenus dans l'Union européenne, mais seulement ceux qui répondront au cahier des charges de l'Agence européenne du médicament. Tous les vaccins qui sont sur le marché, qui seraient efficaces et qui seraient homologués, doivent avoir leur place sur le marché français. On utilisera le vaccin russe, pourquoi pas? Si c'est confirmé, il n'y a aucune raison de faire de l'anti-russe. Ne pas faire de l'anti-russe, c'est également l'appel de Marine Le Pen sur Twitter. Travaillons en bonne intelligence avec la Russie et ne laissons pas l'idéologie anti-russe ruiner nos capacités à vacciner nos compatriotes. Contrairement aux vaccins de Pfizer, BioNTech ou Moderna qui utilisent une technique inédite sur l'homme, celle de l'ARN messager, Sputnik V revient à une méthode plus classique. Il est important de diversifier les systèmes de production de façon à ce qu'il y ait vraiment un développement important et le plus vite possible de la vaccination dans tous les pays. L'Agence européenne du médicament débutera l'examen de Sputnik V dès la semaine prochaine. Ulysse Gosset, notre éditorialiste en charge des questions internationales, nous a rejoint. La Russie annonce qu'elle veut accroître la production de son vaccin à l'étranger, tant la demande est forte, on vient de le voir. Mais pour ce qui concerne l'Union européenne, pour l'instant, il n'y a pas de demande officielle qui est déposée, demande d'autorisation de mise sur le marché. Oui, or c'est la condition sine qua non. Il est clair que l'étude du Lancet, qui est très favorable au vaccin Sputnik, va relancer et redonner confiance aux Russes et attirer l'attention sur ce nouveau vaccin qui pourrait effectivement aider à combler les retards en Europe. Mais il faut effectivement non seulement l'autorisation de l'Agence européenne du médicament, mais il faut aussi pouvoir produire ce vaccin Sputnik V en Europe. Et c'est la raison pour laquelle Angela Merkel a proposé à Vladimir Poutine de l'aider justement à produire ce vaccin dans des laboratoires allemands en particulier, mais pas seulement. On en est là, mais on voit bien qu'effectivement ce vaccin progresse. Il y a 50 pays qui le réclament, 16 pays qui l'ont homologué, de la Biélorussie à l'Inde en passant par le Brésil et l'Argentine. Ça fait beaucoup de monde, mais pour l'instant, pas en Europe. Du coup, d'un point de vue diplomatique, Vladimir Poutine a de quoi se réjouir. On va beaucoup moins le critiquer maintenant. Oui, il se réjouit d'autant plus qu'un pays comme la Hongrie, qui fait partie de l'Union européenne, a déjà commandé et reçu des doses du vaccin russe. C'est dire si effectivement l'Europe est pointée du doigt. En même temps, peut-on, gérer scientifiquement et seulement scientifiquement cette question sans parler politique, alors que Poutine défie l'Occident, notamment en arrêtant, en enfermant, en empoisonnant son principal opposant, Navalny. La question a déjà été posée. Souvenez-vous de De Gaulle, souvenez-vous de la coopération dans l'espace avec les lancements de Baïkonour où des spationautes français étaient envoyés sur des fusées russes vers l'espace. Et puis il y a eu l'Afghanistan où on a interrompu la coopération. Donc il est difficile de faire confiance à la Russie si sur des dossiers aussi sensibles que les droits de l'homme, il y a un désaccord profond. Vous savez que l'Europe réfléchit à des sanctions contre la Russie. Et néanmoins, la science et la politique, ce n'est pas la même chose. Donc il faut coopérer pour le bien de l'humanité. C'est la raison pour laquelle à la fois Merkel et Macron ont dit si le vaccin est homologué, eh bien on pourra le produire et le diffuser en Europe. C'est une bonne chose, ça permettrait d'augmenter les stocks de doses qui font tant défaut sur l'ensemble de la planète. Merci Ulysse pour cet éclairage. Quoi qu'il en soit, en tout cas dans l'immédiat, la campagne de vaccination en cours ne permettra pas de faire reculer tout de suite l'épidémie. C'est ce qu'a rappelé hier soir Emmanuel Macron. Ouais. Caroline Dieudonné du service santé BFM TV nous a rejoint. Il y avait beaucoup d'interrogations sur la stratégie du gouvernement. Cela ne va pas de ne pas reconfiner notamment. Et malheureusement, les derniers chiffres sur l'épidémie, son évolution ne sont pas bons. Non, effectivement, on va les regarder ensemble, notamment le nombre de patients qui sont actuellement hospitalisés, puisqu'on a refranchi le cap des 28 000 patients dans les hôpitaux, alors que vous voyez que le pic de la deuxième vague, on avait atteint 33 000, donc on n'est pas si loin, on était à 32 000 lors de la première vague. Et puis surtout, on a enregistré 2189 nouvelles hospitalisations, et ça n'était pas arrivé depuis le 19 novembre, quand on regarde dans les services de soins critiques, notamment en réanimation, eh bien, on est à 3270 patients. Voilà, vous voyez avec cette ligne bleue qui était l'objectif des 3000 patients. Et là aussi, ça augmente. En moyenne, sur les 7 derniers jours, on est à 270 nouveaux patients par jour. Donc effectivement, c'est une situation qui est surveillée de près. On a enregistré une hausse de 6% en une semaine
semaine. Et puis on reste toujours sur un nombre élevé de cas, puisque hier on en a enregistré un peu plus de 23 000 par Santé publique France, et on est sur une moyenne de plus de 20 000 par jour. Donc effectivement, ça reste élevé. Donc on suit la situation. On aura par ailleurs les premiers résultats, pas encore les résultats complets de ce qu'on comprend, mais les premiers résultats de la deuxième enquête flash, vous savez, qui avait été commandée sur les variants jeudi, normalement. C'est ce que nous dit Santé publique France. Merci. Merci Caroline. Et puis toujours à propos de la pandémie, un détour par l'Australie rapidement, où l'on apprend que 5 à 600 joueurs de tennis accrédités pour l'Open d'Australie ont été mis à l'isolement après là-bas un cas de Covid qui a été détecté. En fait, tous ces joueurs attendent d'être bientôt testés. Pourquoi ? Parce que dans l'un des hôtels où ils avaient été mis en quarantaine, précisément, eh bien, il y a un des employés qui a déclaré le Covid-19. On attend donc les résultats de ces joueurs. Ça pourrait évidemment bousculer le calendrier des matchs. Et comme quoi, la situation sanitaire peut basculer à tout moment. On va faire un détour par le Portugal. Vous allez voir un pays qui a été longtemps épargné par la pandémie et qui désormais est absolument submergé. Oui, les hôpitaux sont saturés. On va retrouver Clémence Dibou dans un instant là-bas. Mais d'abord, regardez cette image, celle d'un avion militaire allemand chargé de respirateurs, de lits d'hôpitaux aussi. Berlin a d'ailleurs dépêché là-bas une équipe de médecins pour soutenir les soignants portugais. Et Clémence Dibou, donc on vous rejoint du côté de Lisbonne, au Portugal, le pays qui est contraint désormais de faire appel à l'aide internationale pour soulager ces hôpitaux submergés par les cas positifs. Clémence, le confinement strict décidé en janvier commence-t-il à faire porter ses fruits aujourd'hui ? Oui, il commence tout juste à porter ses fruits. Un chiffre qui est tombé ce matin. La semaine dernière, on était à environ 10 000 nouvelles contaminations par jour. Aujourd'hui, ce chiffre vient de tomber à 5 000 nouvelles contaminations par jour. Donc, effectivement, ce confinement très strict, décidé en urgence par le gouvernement le 15 janvier dernier, commence à porter ses fruits. Alors, à quoi ça ressemble ici, ce confinement ? Eh bien, à un pays à l'arrêt. Par exemple, ici, on est dans les hauteurs de Lisbonne, au Barrio Alto. C'est un quartier très touristique, très passant. Et il n'y a personne. Il faut dire que la plupart des commerces sont fermés. Et surtout, vous le voyez, on n'a même pas le droit de s'asseoir sur les bancs. Donc, évidemment, ça limite l'intérêt de la promenade jusqu'ici dans ces quartiers en hauteur. À quoi ça ressemble ce confinement ? Eh bien, plus ou moins à ce qu'on a connu en France en mars, à deux exceptions notables. Le week-end, les Portugais sont confinés dans leur quartier. C'est-à-dire que de vendredi soir à dimanche soir, pour pouvoir sortir de votre quartier, de votre zone d'habitation, eh bien, vous devez justifier d'un motif impérieux. Et puis surtout, les Portugais n'ont plus le droit de partir à l'étranger en vacances. Donc, eh bien, ça donne évidemment un pays à l'arrêt, économiquement à l'arrêt, touristiquement à l'arrêt. Mais, eh bien, il semble que les Portugais, ils comprennent ces mesures. Le reconfinement, il est respecté ici. Pourquoi il est compris par le gouvernement, par la population ? Eh bien, effectivement, parce que la situation, elle est catastrophique dans les hôpitaux, des hôpitaux débordés et des morts qui ont augmenté considérablement en janvier. 13 000 morts du Covid au Portugal depuis le début de l'épidémie. 6 000 rien qu'en janvier. Donc évidemment, ici, la population comprend ces mesures drastiques. Et même si le confinement, justement, ce que je vous disais au début, commence à porter ses fruits, eh bien, on reste très prudent ici. Ce confinement, il pourrait se prolonger au moins jusqu'à la mi-mars. Clémence Dibou en direct de Lisbonne pour BFM TV avec Joao Alencar. Retour en France où on va faire un point complet à présent sur les inondations. Bien sûr, la situation reste à peu près stable, mais malheureusement, ça pourrait ne pas durer. Oui, on prend la direction du nord où la décrue est très lente. Encore par endroits, les cours d'eau ont à nouveau grossi en raison de copieuses précipitations encore ces dernières heures. Les précisions de Charles Bert à Neuville sous Montreuil, c'est dans le Pas-de-Calais pour BFM TV. Ici, dans le Pas-de-Calais, la pluie a fait son retour tôt ce matin et selon Météo France, des précipitations sont attendues partiellement tout au long de la journée. Alors, vous le voyez ici, le niveau de l'eau reste élevé. L'eau a envahi de nombreux jardins, mais également des routes comme celle-ci qui restent toujours bloquées à la circulation et ça risque de ne pas s'arranger tout de suite. D'où l'inquiétude des habitants ici, mais également dans une dizaine de communes aux alentours. Nous sommes ici à proximité de la Canche, un fleuve dont le niveau a baissé de seulement à 10 cm en l'espace de 2 jours. Et avec ces nouvelles précipitations, le niveau risque de repartir à la hausse dès ce soir avec environ 5 cm supplémentaires. La préfecture indique qu'il pourrait y avoir de nouvelles inondations dès ce soir, d'où le maintien du Pas-de-Calais en vigilance orange, mais également dans 3 autres départements voisins. Le nord est en effet repassé du jaune à l'orange en fin de matinée. On va prendre à présent la direction du sud-ouest. On va retrouver Anne-Sophie Varmont dans les environs de Marmande, à Bari. À Bari où le niveau des cours d'eau est encore assez haut malheureusement.
Oui, tout à fait. En fait, à Bari, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la ville, elle est protégée par une digue. Regardez, vous voyez d'un côté, vous voyez cette Garonne qui monte. Et en fait, eh bien, l'eau, elle s'arrête contre cette digue. C'est ce terre-plein avec de l'herbe. Et il y a les maisons de l'autre côté qui sont protégées par la présence de cette digue. Alors pour l'instant, c'est ce qui permet aux habitations de ne pas être sinistrées. Les habitants qui évidemment nous disaient que pour l'instant, ils étaient confiants parce que justement, ces digues, elles étaient très bien entretenues par la commune. Mais quand même, cette eau, elle monte, elle est à 9,10 mètres actuellement. Pour vous rendre compte, vous avez ici un arbre qui est juste derrière moi. Et bien, normalement, il faut savoir que cet arbre, il est complètement à sec. Il y a un banc juste en dessous. Il y a même des petits cailloux. Et ce que nous disait un habitant, c'est que normalement, ici, on peut très bien aller comme un peu sur une zone de plage, aller se baigner. C'est ce qu'il se passe l'été. Alors, je vous laisse écouter un de ces habitants nous expliquer un petit peu la situation au micro de Camille Fournier. Le problème, il est pour tout le monde là, pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment, tout d'un coup, on va nous dire « c'est sûr, votre maison va être dans l'eau ». Et donc, est-ce qu'il faut monter pour rien ou est-ce qu'il ne faut pas monter les affaires? Donc là, chacun a son degré de tolérance. Nous, on n'a jamais monté les affaires et on ne l'a encore jamais regretté puisque l'eau, depuis 20 ans, n'est jamais rentrée dans la maison. Mais en 81, le fil que vous voyez là, le fil du téléphone, il fallait baisser la tête en barque pour ne pas se le prendre. Donc on sait que ça peut monter très très haut. Pour l'instant, c'est pas le cas et donc pour l'instant, on reste calme. Le plan de sauvegarde a été activé par le maire de la commune. Il permet notamment de passer des appels automatiques aux habitants. Alors s'ils ne répondent pas, tout simplement, ils sont rappelés. Alors il y a des gens qui viennent sur place, tout simplement pour vérifier s'ils vont bien. Autre possibilité avec ce système, c'est aussi de prévenir les habitants de prendre leurs précautions. Par exemple, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on leur a dit de déplacer leurs voitures, de les mettre sur des points hauts pour éviter que ces véhicules ne soient inondés. Merci Anne-Sophie Vermont en direct depuis la Gironde avec Camille Fournier. Dans l'actualité également, on en vient à présent après cette ongle de choc générée par la sortie du livre de Camille Kouchner sur l'affaire Duhamel. C'est désormais le comédien Richard Berry qui est accusé d'inceste par l'une de ses filles. Oui, cette fille en fait c'est Caroline Berry, une personne qui est assez discrète. C'est Colline Berry, une femme qui est âgée désormais de 45 ans. Colline Berry qui est d'ailleurs, c'est à signaler, a reçu cet après-midi le soutien de sa cousine, Marie-Lou Berry, qui est comédienne, vous la connaissez sans doute, et qui est aussi par ailleurs, rappelons-le, la fille de Josiane Balasco. Avec plusieurs réactions. Mélanie Vecchio du service police-justice BFM TV, on en parle avec vous à travers un long post sur les réseaux sociaux. Richard Berry, qui est accusé, a démenti, lui, les accusations. Oui, dès hier soir, il a pris la parole, l'acteur sur les réseaux sociaux. Il dément de toute force, dit-il, et sans ambiguïté, ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec aucun de mes enfants. Selon lui, ces premières accusations, elles apparaissent il y a 7 ans de cela, lors d'un déjeuner en famille. Il va dire qu'il va être papa avec une nouvelle femme qui est entrée dans sa vie. Selon lui, sa fille, Colline, va prendre cette nouvelle très violemment. Il va s'en suivre un échange de mails entre sa femme actuelle et sa fille. Et lors de cet échange de mails, Colline va dire à son épouse du moment qu'elle a été victime d'inceste. Alors l'acteur, lui, dit avoir tenté en vain de parler à sa fille, que ça n'a pas pu être possible. Il va expliquer la situation à des amis, à de la famille et à des psychiatres, dit-il dans ce post sur les réseaux sociaux. L'affaire va se tasser, mais elle va ressurgir lors de la publication du livre de Camille Kouchner, de nouvelles accusations avec une nouvelle version, dit l'acteur. Alors selon Richard Berry, sa fille va alors prévenir les journalistes avant de déposer plainte. Cette plainte, on a eu la confirmation, le parquet de Paris a ouvert une enquête et lui, Richard Berry, dit qu'il a décidé d'écrire au procureur de la République parce que selon lui, même si les faits sont prescrits, il souhaite qu'une enquête soit ouverte. Alors que dit de son côté Colline Berry, parce qu'elle aussi, chronologiquement, a réagi tout à l'heure dans l'après-midi sur les réseaux sociaux. Elle a en fait répondu à son père, tout à fait, sur les réseaux sociaux. Elle va dire que sa narration n'a jamais changé, elle n'a jamais varié, dit-elle, qu'elle a obtenu et reçu le soutien sur ces faits de sa propre famille. Ce qui a évolué au fil du temps, dit-elle, c'est l'attitude de mon père. De la violence, il est ensuite passé à la sollicitation pour que je passe l'éponge, pour que je ne fasse pas passer pour un pédocriminel. Et puis elle va revenir sur les faits. Elle évoque des baisers sur la bouche ou encore le fait qu'elle ait dû participer à des jeux sexuels dans un contexte de violence conjugale. En tout cas, pour le moment, même si une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, ni l'un, donc ni le père, ni la fille, n'ont été entendus par les enquêteurs.
Merci Mélanie Vecchio pour ces précisions. Justice toujours, et cette question, flic ou voyou, ça va être à la justice de trancher. À Paris, c'est ouvert aujourd'hui le procès de 6 policiers de la brigade anticriminalité du 18e arrondissement de la capitale, accusés entre autres d'avoir racketté des dealers. On va retrouver Cécile Olivier. Vous avez suivi pour nous, Cécile, cette première audience. Les faits qui sont reprochés à ces policiers pourraient très bien figurer dans un scénario, mauvais scénario peut-être, d'un film ou d'une série télé. Oui, et d'ailleurs, comme dans le film Les Ripoux, tout se passait dans le 18e arrondissement entre Barbès et la Goutte d'Or. Ces 6 policiers qui comparaissent aujourd'hui sont soupçonnés d'avoir racketté des dealers, de leur avoir extorqué des enveloppes de cash en échange de leur protection pour qu'ils puissent, je les cite, travailler. Ils auraient également monté de fausses procédures en plaçant de la drogue sur des personnes qu'ils interpellaient pour les envoyer en prison, tout simplement pour éliminer les concurrents de ceux qu'ils protégeaient. C'est la commissaire du 18e arrondissement qui avait entre autres été alertée par des délinquants du quartier qui lui avaient dit « Chef, il y a des ripoux dans ta bac ». Le principal prévenu, surnommé Bilka Kabil Enverlan, aurait ainsi touché des dizaines de milliers d'euros entre 2014 et 2019. Ce gardien de la paix était notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers et il aurait palpé tellement de billets qu'il n'a pas fait de retrait d'espèces sur son compte en banque pendant 4 ans. Alors son avocat explique que tout ça c'est à cause de la pression de la hiérarchie et de la pression de la politique du chiffre et que pour réaliser leurs objectifs chiffrés, pour réaliser de belles affaires, eh bien ces policiers étaient obligés de choyer un petit peu leurs informateurs. Ils ont jusqu'au 12 février pour convaincre la Cour et certains de ces policiers encourent jusqu'à 10 ans de prison. Cécile Olivier en direct du Palais de Justice de Paris pour BFM TV. Tout de suite la chronique éco. Rechargez vos batteries devant les rendez-vous de l'éco avec la nouvelle Skoda Octavia i-Vie hybride rechargeable. Bonjour Pierre Kupferman. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, les taux de crédit immobilier viennent à nouveau de battre des records historiquement bas, ce qui fait que les Français qui achètent un logement actuellement vont donc pouvoir économiser de l'argent sur le coût de leur emprunt. Oui, alors je vous laisse d'abord découvrir les nouveaux taux moyens. On est à 0,82% sur 15 ans. 1,28% sur 25 ans, ce sont des moyennes. Avec un très bon dossier, on peut obtenir encore mieux que ça. Et donc, effectivement, avec des taux aussi bas, emprunter coûte beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Alors, on va prendre un exemple concret avec un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans. Alors, ça permet d'acheter 200 000 euros, ça permet d'acheter une maison dans pas mal de villes de France. Donc, en février 2011, sur 20 ans, vous aviez un taux de 4,05%. Aujourd'hui, c'est 1,02%. Et donc, il y a 10 ans, le coût du crédit pour emprunter 200 000 euros, c'était plus de 92 000 euros. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 22 000 euros. Ça fait quand même une différence de 70 000 euros. Et on peut le calculer autrement, en comparant les mensualités, alors hors assurance bien sûr. Pour ce prêt de 200 000 euros, on passe de 1 217 euros à 922 euros. Ça veut dire, autrement, dit qu'il fallait un petit peu plus d'un SMIC net pour rembourser cette mensualité il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, eh bien, le 3/4 du SMIC, ça suffit. D'accord, mais les prix de l'immobilier ont augmenté entre-temps, Pierre. Ça, c'est indéniable, mais quand même avec de très grosses différences selon les régions. Plus 36%, par exemple, en Ile-de-France pour les appartements, ça, c'est absolument énorme, et donc on peut dire là que la baisse des taux a été compensée par la hausse des prix. C'est déjà beaucoup moins vrai, vous voyez, en Ile-de-France pour les maisons, plus 12,5%. Pourquoi ? Parce que ce sont des logements qui sont majoritairement situés en grande banlieue, c'est-à-dire loin de Paris. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder l'évolution moyenne des prix hors Ile-de-France. Là encore, je vous dis, c'est une moyenne. Il y a des villes comme Bordeaux où les prix ont beaucoup augmenté. Mais vous voyez quand même que ce soit pour les maisons ou les appartements, eh bien, la hausse, elle a été déjà compensée par l'augmentation des salaires. Je vous rappelle que le SMIC a progressé sur 10 ans de 11,5%. Donc si on comprend bien, acheter aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Oui, alors à condition, bien entendu, qu'une banque vous accorde le crédit que vous demandez, parce que pour les ménages modestes, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de décrocher un emprunt, même avec un taux au-dessus de la moyenne. En fait, les banques sont très prudentes, très regardantes. Et c'est un petit peu le paradoxe du moment. On peut emprunter
pour vraiment pas cher, mais à condition de faire déjà partie des privilégiés, c'est-à-dire des ménages qui ont un emploi qu'ils ne risquent pas de perdre et des revenus relativement confortables. Merci Pierre pour cet éclairage. Vous avez rechargé vos batteries devant les rendez-vous de l'écho avec la nouvelle Skoda Octavia i-Vie hybride rechargeable. Bonsoir à tous, il est 21h, bienvenue dans le Dézoom. Voici le programme. Tous les événements du jour, vus des coulisses. Cécile Olivier pour BFM TV va réaliser un direct dans quelques minutes. Les acteurs, les témoins, les news, les secrets de fabrication. C'est l'heure du minute par minute, comment nos reporters travaillent sur le terrain. Aujourd'hui, mon job, c'était de monter à bord d'un Alpha Jet de la patrouille de France. Le Dézoom, avec Aurélie Casse, du mardi au jeudi à 21h, en direct sur BFM TV. C'était votre programme avec Auto IES, votre véhicule neuf vraiment moins cher livré chez vous. auto-ies.com. La montagne, tout naturellement. Every morning at 4:30, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning right at 6, don't that old bell make you sick? Hard times in the mill, my love, hard times. Notre lait U n'est pas toujours la garantie d'un matin qui démarre bien, mais ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'il est bleu blanc cœur et issu de vaches mieux nourries, notamment à la luzerne et aux graines de lin. Oui, notre lait U au prix bas responsable de 82 centimes d'euros, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat. U, commerçant autrement. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors bon, c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui, qui lui laisse assez de bon temps. Non parce que bon, des jumeaux quoi. Mais ça va aller. Avec le bon emploi à la bonne distance de la maison, tout va bien se passer, David. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Don't you tell me that I'm crazy. Don't you say that I'm losing my mind. If I'm acting a little strange, it's 'cause there's something new in my life. I'm in love, love. It's everything I've been dreaming of. Et vous, quel sera votre geste d'amour pour la Saint-Valentin? Pandora. Auto-Héros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Auto-Héros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Auto-Héros, achetez votre voiture facilement en ligne. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais chez Aldi, on préfère vous faire profiter de produits de qualité à prix bas, tous les jours sans exception. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. BFM Business, première sur l'info économique et financière. Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale de l'économie. L'ouverture s'annonce effectivement difficile. Chaque jour, retrouvez les invités qui font l'actualité. Ils ont trahi leur entreprise. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. L'expertise de la rédaction et des spécialistes de leur secteur. Les réponses aux questions que vous vous posez. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business. Regardez la météo avec Monabank, la banque en ligne qui choisit les gens avant l'argent.
Et ce sont toujours 17 départements qui restent placés en vigilance orange en raison des crues. Les niveaux restent particulièrement hauts dans le sud-ouest, mais également sur les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, la Saône-et-Loire, les 4 départements également des Hauts-de-France, avec toujours des pluies qui circulent, principalement sur le nord-est, quelques pluies mais plus faibles également sur le sud-ouest. Un bon paquet pluvieux également qui est passé sur le bassin parisien et qui prend à présent la direction de la Belgique et des Ardennes, avec pour demain matin une accalmie, quelques pluies entre la Creuse, la Haute-Vienne en direction du Pays Basque, ailleurs un ciel assez nuageux, des averses pour le nord-ouest, quelques belles éclaircies au nord de la Seine pour demain matin. Dans l'après-midi, donc toujours cette petite perturbation pas très active du Pays Basque jusqu'au Jura et les plus belles éclaircies attendues entre la Bretagne et la Normandie. Un ciel très voilé entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Un rapide coup d'œil aux températures qui s'annonce une nouvelle fois assez douce demain matin. Petite baisse pour la Manche, 2 à Cherbourg, 7 à Paris et 10 pour Perpignan et pour Nice. Et dans l'après-midi, des températures toujours bien supérieures au normal de saison. 12 à Paris, 10 pour Lille, 14 pour Lyon, 16 pour Marseille. Et une très belle température sous un grand soleil à Ajaccio, 19 degrés demain après-midi. C'était la météo avec Monabank, la banque en ligne qui écoute votre avis au quotidien. Les titres de l'actualité à 15h30 sur BFM TV. Situation toujours critique. Météo France maintient la vigilance orange crue pour 17 départements français. Le nord, le sud-ouest et maintenant aussi l'est du pays sont concernés. Nous serons sur place avec nos reporters. Nous en parlerons également en plateau avec Marc Hay. Après un coup de pression sur les laboratoires, Emmanuel Macron assure que les Français qui le souhaitent seront tous vaccinés d'ici l'automne. Quant à la situation de l'épidémie, l'exécutif prévient qu'elle reste toujours fragile. C'est historique. La justice reconnaît l'État français responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une décision qui fait suite à l'affaire du siècle. Cette pétition soutenue par plus de 2 300 000 Français. Prudence donc ce mercredi encore avec ces 17 départements français placés sous vigilance orange crue par Météo France, essentiellement le nord, le sud-ouest et désormais aussi l'est de la France comme vous voyez sur cette carte. Ouais, une carte qu'on va détailler dans un court instant avec Marc Hay en plateau. Mais d'abord, on va aller retrouver Antoine Delcourt. Antoine, vous êtes à Paris, tout près des quais de Seine au niveau apparemment, je vois, du pont de Grenelle. Et visiblement la décrue, c'est pas pour tout de suite. Non, effectivement, sur certains tronçons, on a de plus en plus les pieds dans l'eau, à commencer, vous le voyez derrière moi, par cette statue de la Liberté dont les accès ont été interdits au public, aux piétons. À Paris, il y a d'autres portions de ces quais aujourd'hui qui sont toujours interdits à la circulation automobile. La nouveauté depuis ce matin, c'est que le niveau de la Seine, il a dépassé les 4,30 mètres et que du coup, la circulation fluviale est interdite. Concrètement, les péniches restent à quai. Ce niveau de la Seine, il devrait encore augmenter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, avec notamment un fort épisode pluvieux attendu vendredi. Dans ces conditions, c'est la circulation des trains qui pourrait être perturbée, car on le rappelle, le RER-C longe ici les quais sur une dizaine de stations et en 2018, il avait dû fermer lors d'une précédente crue avec un niveau de la Seine qui était monté à l'époque jusqu'à 4,85 mètres. Alors bien sûr, aujourd'hui, on en est loin, mais la vigilance s'impose. Merci pour ces précisions. Antoine Delcourt, donc du côté du pont de Grenelle à Paris, avec Antoine Corvert. On va faire le point sur cette situation avec vous, Marc, et journaliste météo BFM TV. Quand est-ce que ça va s'améliorer globalement? Tout d'abord, sur cette carte qu'on va revoir, puisque la situation reste précaire, notamment dans le nord du pays et le sud-ouest. Oui, c'est vrai. Donc, on a toujours 17 départements qui restent placés en vigilance orange par les services de Météo France. Donc, 10 départements du sud-ouest entre les Deux-Sèvres, les Landes et en direction de la Haute-Garonne. On a également le département donc de la Saône-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Et puis 4 départements de l'extrême nord, à savoir le nord, le Pas-de-Calais, le département de l'Oise et le département de l'Aisne. Donc c'est vrai que la situation reste compliquée dans le sud-ouest, notamment dans le Lot-et-Garonne, à Tonneins, avec quelques évacuations donc qui sont en cours. Le niveau de l'eau qui reste toujours très élevé. D'ailleurs, c'est un niveau qui désormais reste stable. Regardez sur la courbe ici, donc à Tonneins, la Garonne qui est à 9,52 m, mais elle est à 9,52 m depuis maintenant plusieurs heures. La décrue s'annonce très lente. D'autres pluies sont attendues pour cette fin de semaine. Et puis, dans le nord du pays, la Canche également, au niveau de Brimeux. Là aussi, vous allez le voir, donc des inondations, notamment dans le secteur de Neuville, donc sous Montreuil, dans le département du Pas-de-Calais. Donc si on s'intéresse à ce cours d'eau, la Canche, qui est placé en vigilance orange, là aussi, regardez, depuis maintenant plusieurs heures, on est à 1,87 m et les fortes pluies de ces dernières heures et celles à venir
dans les prochaines heures pourrait à nouveau faire repartir le niveau à la hausse, puisque d'ici à demain, le niveau donc de la Canche à Brimeux pourrait de nouveau atteindre les 2 mètres. Merci Marc pour toutes ces précisions et ces prévisions. La politique à présent, politique toujours phagocytée bien sûr par la crise sanitaire, avec à l'Elysée aujourd'hui un conseil de défense dédié bien sûr à la crise du Covid-19 et puis un conseil des ministres dans la foulée. Deux réunions qui interviennent après au lendemain d'une interview télévisée, surprise d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a défendu la politique vaccinale française. Qu'est-ce qui ressort de ces 2 réunions aujourd'hui? On voit ça avec Agathe Lambré à l'Elysée. La situation reste fragile, ce sont les mots du président en Conseil des ministres ce matin. Une façon de maintenir la pression, de rappeler aussi aux Français que la situation, que d'éventuelles futures restrictions dépendent aussi d'eux. Il y a un chemin, c'est celui de la confiance dans les Français, a confirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a souligné que les Français avaient fait mentir les cyniques et les narquois. Gabriel Attal, qui à la veille des vacances scolaires a lancé un nouvel appel à la vigilance, réduction des contacts, respect des gestes barrières notamment. Mais si cela ne suffisait pas, si les chiffres s'affolaient, l'exécutif est-il prêt à reconfiner en pleine vacances scolaires? Nous lui avons posé la question. Écoutez sa réponse. Selon lui, le reconfinement est l'ultime recours. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une mobilisation qui est une mobilisation nationale pour éviter un reconfinement. J'ai dit à l'instant qu'on prendrait toujours les mesures nécessaires quand elles sont nécessaires pour protéger notre système de santé, pour protéger l'hôpital et pour protéger la santé des Français. Mais vous le savez, le confinement pour nous est une mesure d'ultime recours quand nous avons tout essayé. Et ce que nous portons aujourd'hui collectivement, c'est une mobilisation nationale supplémentaire pour tenir ensemble face à l'épidémie et pour faire reculer l'épidémie. Et ça, c'est entre nos mains à tous. Emmanuel Macron a fait un pari, celui de ne pas reconfiner. Il veut croire que c'est possible. Le chef de l'État qui, en parallèle, joue sur les autres leviers disponibles pour sortir de la crise. Il a repris en main la stratégie vaccinale. Et sur ce sujet aussi, il a pris un risque. Emmanuel Macron s'est engagé à ce que tous les Français adultes qui le souhaitent soient vaccinés avant la fin de l'été. Or, on connaît le poids d'une promesse présidentielle. Emmanuel Macron le sait. Sur ce sujet comme sur le reconfinement, quel que soit le résultat, échec ou victoire, ce résultat lui sera imputé. Le président qui l'affirme, l'objectif de vacciner tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été sera maintenu, notamment grâce à 4 sites français qui produiront les vaccins contre le Covid-19 dans 3 sous-traitants. L'usine du groupe suédois Recipharm à Mont en Indre-et-Loire produira le vaccin Moderna courant mars, d'après la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher ce matin. À Saint-Rémy-sur-Ave, en Normandie, l'usine Delpharm finalisera, elle, la production du sérum Pfizer-BioNTech d'ici avril. Oui, puis il y a un nouveau vaccin dont on devrait parler bientôt aussi, c'est le vaccin allemand CureVac qui devrait être conditionné au mois de mai. Ça sera dans l'usine de Pau de Fareva, s'il obtient bien sûr la validation des autorités européennes. Puis un horizon plus lointain, là c'est pour le labo français Sanofi, pour le vaccin Pfizer-BioNTech, et puis son propre sérum aussi, qui est annoncé plutôt à la fin du second semestre plutôt 2021. Exactement, et dans ce contexte de course au vaccin, une étude scientifique américaine écrit qu'une personne qui aurait contracté le Covid-19 n'aurait besoin que d'une dose de vaccin et non 2 comme pour la plupart. Caroline Dieudonné, journaliste santé, on en parle avec vous. C'est quoi cette étude exactement ? Oui, alors c'est une étude qui a notamment été réalisée par Florian Kramer et en fait ils ont analysé des données sur 109 personnes, certaines qui avaient déjà été infectées par le virus et d'autres non. Et ce qu'on voit dans cette étude, eh bien, c'est que le taux d'anticorps en tout cas était plus important pour les personnes qui avaient déjà été infectées par le SARS-CoV-2 et que parfois, eh bien, il pouvait même dépasser celui pour les personnes qui ont reçu une seconde dose et qui n'avaient pas été infectées par le virus. Alors évidemment, tout cela reste à confirmer pour l'instant. Il faut faire des études supplémentaires. La question a été posée à la Haute Autorité de Santé il y a quelques jours. Est-ce qu'il ne faut qu'une seule dose pour les personnes qui ont déjà eu le Covid? Et donc, effectivement, c'est une réflexion qui est menée. Et pour l'instant, on n'a pas encore de recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et évidemment, tout cela, ce ne sont que des études préliminaires, donc on manque encore de données, ouais. Mais ça pourrait permettre, si c'est le cas, évidemment d'économiser des doses, ou alors on pourrait aussi, dit cet auteur, réfléchir à une stratégie, par exemple, de descendre sur l'échelle de priorité les personnes qui auraient déjà été infectées, encore une fois,
que des hypothèses pour l'instant. Voilà, on attend des études plus précises. Merci Caroline Dieudonné. Et puis on apprend qu'en Australie, vous savez, il y a l'Open d'Australie qui doit se jouer bientôt. Eh bien, tous les matchs ont été annulés après des cas de Covid. En fait, 5 à 600 joueurs, des personnels aussi accrédités pour cet Open de tennis, ont été placés à l'isolement à Melbourne après la découverte d'un cas positif au Covid-19. Parmi en fait le personnel d'un des hôtels où justement ils sont censés séjourner, un peu isolés, en quarantaine. Tous ces joueurs et ces personnels qui arrivent du monde entier, il n'y aura donc pas de match préparatoire demain à Melbourne. Dans l'actualité également, cette décision judiciaire historique, l'État français reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont les suites de l'affaire du siècle, du nom de cette grande pétition qui avait recueilli le soutien de plus de 2 300 000 Français pour dénoncer l'inaction de la France. On va en parler avec François Pitrel parce qu'on le sait, les défenseurs de l'environnement misent au fond de plus en plus sur la justice pour obtenir gain de cause. Que dit au juste François, vous qui suivez aussi les questions d'environnement pour nous, que dit le tribunal administratif précisément? Qu'est-ce que ça peut changer? Alors le tribunal condamne la France à 1 euro symbolique pour ne pas avoir respecté ses objectifs en termes de réchauffement climatique. Et c'est vrai que depuis 2015, depuis les accords de Paris, la France dépasse chaque année le budget carbone, ce qu'elle s'était engagée à faire depuis ces accords de Paris. En gros, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 1,9% chaque année et on a constaté seulement 1,1% de baisse de nos gaz à effet de serre, d'après le Haut Conseil pour le climat. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Le tribunal, donc, il constate que quand l'État ne lutte pas suffisamment contre le réchauffement climatique, eh bien cela a des conséquences sur la nature, sur les hommes, sur les récoltes, et que donc une victime d'une inondation, comme on le voit par exemple en ce moment, si on prouvait qu'elle était liée au réchauffement climatique, on pourrait obliger l'État soit à dédommager, soit à mener des politiques publiques qui permettraient de faire respecter nos engagements pour le climat. Alors le tribunal a néanmoins 2 mois, a donné 2 mois au gouvernement pour montrer que ces politiques publiques permettent de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et on attend la semaine prochaine l'adoption en Conseil des ministres de la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc la plupart des associations comptent d'ici 2 mois revenir devant le tribunal pour prouver que la France, même avec cette loi, n'arrive pas à respecter ses engagements. Merci François Pitrel pour ces derniers développements. 15h40 sur BFM TV. Restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'actualité, juste après cette pause publicitaire. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, elle est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée. Docteur, merci beaucoup pour votre patience. Je ne me suis pas évanouie, c'est déjà un petit miracle. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Votre programme avec les agences de papa. Marre de payer le prix fort? Plus d'infos pour vendre votre bien immobilier sur lesagencesdepapa.fr. I see king, I see queen, well. None of you know my kingdomanium. Renault Clio E-Tech Hybride, le nouveau chapitre d'une grande histoire. Renault Clio existe aussi en version essence à partir de 129 € par mois. 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Pour tailler dans nos factures... Faire installer une pompe à chaleur sur mesure. C'est Easy. Easy by EDF, c'est jusqu'à 9 000 € d'aide pour votre pompe à chaleur déduite directement du devis. Mes travaux réussis, c'est simple, c'est Easy. Imaginez l'eau en bouteille qui peut parcourir des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à vous. Alors qu'une des meilleures eaux est déjà chez vous. Buvez une eau savoureuse grâce au robinet de cuisine filtrant Grow & Blue. Redécouvrez l'eau de votre région. Choisissez Grow & Blue. Le nouveau Cif antibactérien nettoie et élimine 99% des bactéries et les virus et laisse vos surfaces impeccablement brillantes. Protégez votre foyer en toute sérénité. Avec Cif, au revoir les virus et bactéries et bonjour à une maison saine et brillante. 80 ans, ça peut paraître long. Mais quand vous donnez vie à une idée, à un rêve, à une passion commune,
a une vision. Alors, 80 ans, c'est bien peu. Jeep, la liberté, un état d'esprit depuis 80 ans. Découvrez Renegade à partir de 208 € par mois et l'édition 80e anniversaire suréquipée. Gamme thermique et hybride rechargeable. Chez nous, on est peinards. On fait tout local. La viande, c'est chez Maïté. Les blacks, c'est chez Kim. Les légumes, chez Max. Tout est local. Enfin, peut-être pas notre gaz. En fait, si. Avec l'option Gaz Vert Plus dans votre contrat gaz naturel, vous choisissez de 5 à 100% de gaz vert produit en France. J'agis avec Engie. J'aime ma cure. Je prends soin de mes articulations, mon sommeil, mon poids, mon souffle. Chaîne Thermale du Soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier. Vous voyez une différence entre ces deux voitures? Celle de droite a été achetée beaucoup moins cher chez Aramis Auto. Et oui, avec Aramis Auto, profitez de voitures neuves et d'occasion reconditionnées au meilleur prix garanti. Venez vérifier sur aramisauto.com. J'ai le cancer là, là et là. Moi, comme traitement, j'ai eu la chimiothérapie, j'ai eu des opérations. Moi, je suis une petite guerrière, je me bats. Il faut. Aujourd'hui, aidez-nous et donnez pour la recherche contre le cancer des enfants. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui. Non parce que des jumeaux quoi. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. La montagne, tout naturellement. Il faut tous que l'on se vaccine pour que l'on puisse rapidement se retrouver autour d'un verre, pour se protéger chacun d'entre nous et pour protéger nos proches, nos parents, nos grands-parents et les plus faibles. – 15h45 sur BFM TV à la une, ces inondations et cette situation toujours critique pour 17 départements français maintenus en vigilance orange crue. Le nord, le sud-ouest et maintenant l'est du pays sont concernés. Nous serons sur place avec nos reporters. Après un coup de pression sur les laboratoires, Emmanuel Macron assure que les Français qu'il souhaite seront tous vaccinés d'ici la fin de l'été. Quant à la situation de l'épidémie, l'exécutif prévient qu'elle reste pour l'instant fragile. C'est vrai, on vous l'a dit, les chiffres d'hospitalisation ne sont pas très bons. Indicateurs sanitaires qui ne baissent pas, variants qui progressent, eux, en revanche. Les autorités surveillent décidément la situation sanitaire comme le lait sur le feu actuellement. Ouais, on va le voir d'ailleurs du côté de Toulon où 15 des 16 lits de réanimation sont occupés par des patients qui sont atteints par le Covid-19 et surtout des patients qui sont de plus en plus jeunes, une quarantaine d'années seulement en moyenne. Reportage signé Alexis Prunier et Alexis Puyette. J'ai craché tout à l'heure du sang. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. L'essentiel, c'est de bien respirer avec l'oxygène. Bien dégagé. Ouais, exactement. Et là, grâce à ça, vous respirez bien maintenant. Dans ce service de réanimation, la moyenne d'âge des patients Covid est de 60 ans. Mais contrairement à la première vague, les médecins doivent désormais faire face à des malades plus jeunes et avec moins de comorbidités. On a quand même actuellement 2-3 patients moins de 40 ans, oui. Ce qui est beaucoup, avec des patients qui sont pas forcément à risque. Être grand et bien portant peut être un facteur de décompensation. Après, bien évidemment, vous avez les patients qui ont du diabète, des patients qui ont de l'hypertension. Selon ce médecin du service, le variant britannique a changé la donne. Ici, ces 15 derniers jours, une dizaine de patients ont été testés positifs à ce mutant anglais. Jugé beaucoup plus contagieux que le virus initial, il toucherait donc plus facilement tout type de population. Quand on interroge les patients qui sont aujourd'hui dans le service, comment vous avez attrapé votre maladie, eh bien, on est surpris de voir que les gens ont pris des précautions. Malgré les précautions normales qu'ils ont prises, certains ont attrapé la maladie. Alors que, au mois de mars et au mois d'avril dernier, les gens qui venaient en réanimation, souvent, n'avaient pas appliqué toutes les précautions dont on a entendu parler.
C'est le cas de Michel, soigné dans ce service depuis près d'une semaine. À 66 ans, il a relâché sa vigilance le temps d'un repas et a été contaminé par un ami de la famille. Ils sont venus avec mon fils ranger à la maison et on est obligé de baisser la garde quand on mange, quoi. Voilà, c'est pas de leur faute non plus, mais il faut les inciter à suivre les mesures barrières. Grâce à des techniques de soins moins lourdes que lors de la première épidémie, certains patients restent moins longtemps en réanimation. Michel, par exemple, devrait pouvoir rentrer chez lui dans quelques jours. On en vient à présent à notre série Un jour, un pays, avec un focus sur la situation sanitaire, situation qui est hors de contrôle. Au Portugal, la pandémie, l'épidémie de Covid-19, là-bas a coûté la vie à 13 000 personnes, dont 6 000 seulement en janvier. Ouais, 6 000 seulement en janvier. Malgré un confinement d'urgence, des hôpitaux et des morgues sont saturés. Les pays européens viennent désormais à la rescousse du Portugal. Reportage à Lisbonne de João Alencar avec Clémence Dibou. C'est désormais 7 jours sur 7 que José doit enfiler son équipement de protection. C'est dur, psychologiquement c'est éprouvant. C'est tous les jours, samedi et dimanche compris. Car en permanence, de nouveaux morts du Covid arrivent ici. Et faute de place au cimetière, il faut désormais garder les cercueils dans la chambre froide jusqu'à nouvel ordre. On ne peut proposer aucune autre solution. Il n'y a plus de place nulle part. Des pompes funèbres débordées et des hôpitaux submergés. Ici, les ambulances arrivent par dizaines. Mais faute de place, certains patients ont passé la nuit dans l'ambulance, parfois sous assistance respiratoire, avant d'être pris en charge à midi. Ici, on procède à un premier tri de patients. Les moins malades sont renvoyés chez eux avec un suivi médical, mais on manque clairement de personnel pour examiner toutes les arrivées. Le directeur de l'hôpital lui-même reconnaît être surpassé. Comme on n'a plus un seul lit disponible, on doit attendre qu'une place se libère dans la région pour envoyer ses patients. On a beaucoup de personnes âgées, mais on a affaire à des malades de tous les âges. Je n'ai jamais vu ça avant. Face à ces malades qui patientent depuis de longues heures dans les ambulances, le Portugal en appelle à la solidarité européenne. L'Autriche promet d'accueillir sur son sol des patients portugais, l'Allemagne d'envoyer sur place du personnel médical. Quant à la France, déjà sous tension, elle n'a pour l'heure pas donné de réponse. Culturez-vous. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Les galeries d'art ont pu rouvrir depuis fin novembre. Une injustice pour certains responsables de musées et de centres d'art qui, eux, sont contraints de fermer depuis fin octobre. Ils demandent la réouverture, même partielle, de leurs établissements, comme dans certains pays voisins. Nicolas Béard. Tout était prêt, à commencer par un protocole sanitaire sans faille. On a là des distributeurs de gel pour notre public. On a installé aussi des vitrines comme ça en plexi et nous respectons une jauge très très stricte. L'exposition à table au musée de la Manufacture de Sèvres aurait dû débuter le 16 novembre. À l'intérieur, des allées vides, pas le moindre visiteur qui pourrait apparemment se cultiver en toute sécurité. Je suis déçue, très déçue. Les Français aujourd'hui ont besoin d'autre chose que d'aller travailler et d'aller faire leurs courses pour aller se nourrir. On a besoin de se nourrir autrement. Plutôt que de se résigner, le musée de Sèvres investit les galeries d'antiquités, exonérées, elles, de telles restrictions sanitaires. On doit essayer de trouver d'autres alternatives. Alors, devant un parterre d'ambassadeurs, le musée fait la promotion de ses plus belles pièces. C'est le seul moyen puisque personne ne peut aller voir l'exposition. Ce qui est merveilleux dans l'esprit français, c'est de s'immiscer là où il y a une brèche et d'essayer de faire vivre l'art et la culture malgré tout. Une brèche, c'est tout ce que réclame le secteur à travers une tribune. Un appel à la réouverture même partielle des lieux culturels. Je pense que nous sommes parmi les lieux les plus sûrs dans cette crise. C'est des lieux où l'on peut être touché par l'art, mais on ne touche pas les œuvres d'art. Aucune réponse à ce jour du ministère de la Culture. Les musées n'ont d'autre horizon qu'un silence assourdissant. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. La météo.
Regardez la météo avec Monabank, la banque en ligne qui choisit les gens avant l'argent. Une météo toujours aussi agitée avec de fréquentes averses qui circulent cet après-midi, notamment sur le bassin parisien. Je vous rappelle que 17 départements sont placés en vigilance orange par les services de Météo France. Les départements du sud-ouest, quelques départements également de l'est. Et puis à noter donc toujours cette vigilance orange crue sur les départements donc des Hauts-de-France avec ces pluies qui circulent entre le sud-ouest mais surtout sur le nord-est. Et puis à noter également ces bonnes averses qui circulent actuellement entre la Normandie et le bassin parisien. Demain, donc, accalmie, malgré donc ces quelques pluies attendues entre le Pays Basque, le département de la Creuse et de la Haute-Vienne. Un ciel bien chargé pour le nord-ouest, des averses, quelques belles éclaircies attendues sur l'extrême nord après la dissipation des grisailles matinales. Et puis dans l'après-midi, donc, on retrouvera cette petite perturbation ici entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques en direction du Jura. Pas très actif, quelques pluies, quelques éclaircies attendues le long des côtes de la Manche. Mais sinon, partout ailleurs, un ciel assez nuageux et un ciel très voilé. Pour les régions de la moitié sud, les températures en légère baisse pour ce jeudi matin, mais des températures qui restent toujours très douces pour la saison. 7 degrés à Paris, 9 pour La Rochelle et 10 degrés à Biarritz et à Perpignan. Et dans l'après-midi, des températures toujours aussi douces, stationnaires de 10 à Lille, à 19 degrés prévus pour Ajaccio. Ensuite, pour vendredi, cette perturbation toujours attendue entre le Poitou, les Côtes-Aquitaines et en direction du nord-est. Ailleurs, un temps plus calme. Cette perturbation qui, samedi, va se réactiver. Elle apportera de fortes pluies entre les régions proches de l'Atlantique et en direction de la frontière belge et des Ardennes. Et pour dimanche, des pluies à l'est. Ailleurs, un temps plus calme, mais des températures qui devraient baisser. Belle fin d'après-midi. C'était la météo avec Monabank, la banque en ligne qui écoute votre avis au quotidien. BFM Business, première sur l'info économique et financière. Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale de l'économie. L'ouverture s'annonce effectivement difficile. Chaque jour, retrouvez les invités qui font l'actualité. Ils ont trahi leur entreprise. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait une entreprise, il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. L'expertise de la rédaction et des spécialistes de leur secteur. Les réponses aux questions que vous vous posez. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Des jumeaux. Oui, David est bientôt papa. Alors bon, c'est peut-être le bon moment pour trouver le bon emploi près de chez lui, qui lui laisse assez de bon temps. Non parce que bon, des jumeaux quoi. Mais ça va aller. Avec le bon emploi à la bonne distance de la maison, tout va bien se passer, David. Le bon coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Demain, après 23 ans, la justice relance l'enquête sur la disparition de l'adolescente savoyarde Cécile Valin. Non élucidé, épisode inédit, demain à 21h05 sur RMC Story, Canal 23. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais chez Aldi, on préfère vous faire profiter de produits de qualité à prix bas. Tous les jours sans exception. Et ça devrait vous plaire. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Depuis 30 ans, le groupe RG distribue des équipements de protection individuelle innovants qui aident à prendre soin de vous et de notre environnement. Comme avec la nouvelle chaussure de sécurité Ergos. Résistante, confortable et composée de matériaux recyclés. Car c'est notre expertise de leader de bien vous conseiller pour mieux vous protéger, aujourd'hui mais aussi demain. Groupe RG, vous protéger nous engage. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit.
Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Et évidemment, ce n'est pas sans risque pour la santé. Moi aussi, j'étais en surpoids et même en obésité pendant plus de 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans? En à peine 6 mois, grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos et j'ai retrouvé un IMC normal. Alors vous aussi, vous pouvez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité en moins d'1 minute. Rendez-vous sur commej'aime.fr pour calculer gratuitement votre IMC. commej'aime.fr. Chez Poltron et Sofa, réussir à vous donner toujours le meilleur du confort, c'est ça notre victoire. Avec notre nouvelle collection de canapés, les prix heureux, vous pouvez retomber en enfance avec légèreté et profiter du plus grand confort dans n'importe laquelle des positions. Ou vous redécouvrir en toute sérénité et vous émouvoir à chaque fois comme si c'était la première. Poltron et Sofa, autentica qualità. Et voilà. Vous voyez ce balai Bosch? C'est un cadeau pour mon prochain client. Il ne veut pas prendre la route comme ça. Bien sûr, il fait confiance à Carglass parce que le pare-brise, quand on le remplace, c'est toujours avec une grande précision. Et comme promis, ces balais d'une valeur de 55 €, c'est gratuit. Et la pose aussi. Alors pour recevoir vos balais neufs, venez remplacer votre pare-brise chez Carglass maintenant. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. – 16h sur BFM TV. Merci d'être avec nous cet après-midi encore. Serons-nous tous vaccinés d'ici la fin de l'été? C'est la promesse en tout cas d'Emmanuel Macron. Malgré les problèmes d'approvisionnement en termes de vaccins, il y avait un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Elysée. On va s'y arrêter. Il faut croire que les vaccins n'ont pas de nationalité, puisqu'après l'avoir critiqué, la France et l'Allemagne envisagent désormais l'utilisation du sérum russe Sputnik V, efficace à 91% selon une étude scientifique. De quoi réjouir Vladimir Poutine. Décryptage dans cette édition avec Lise Gosset. Colin Berry s'exprime sur les réseaux sociaux. Hier, on apprenait qu'elle accusait son père, le comédien Richard Berry, d'avoir abusé d'elle quand elle était enfant. Richard Berry dément ces accusations. Mais tout d'abord, on va faire un point sur la situation des inondations avec Marc qui nous a rejoint en plateau parce qu'on le sait, il y a plusieurs départements qui étaient placés en vigilance au rouge et il y en a un plus particulièrement qui vient de passer au rouge. Oui, voilà, il y avait en effet plusieurs départements qui étaient en vigilance orange. Ils étaient au nombre de 17 et à présent, on l'apprend. À 16h, la carte pour l'instant n'est pas à jour, mais le département du Lot-et-Garonne passe en vigilance rouge en raison d'une crue importante de la Marmande avec des inondations importantes à redouter. Je vous donne cette information qui vient de nous parvenir. Vigilance rouge sur le département du Lot-et-Garonne. Et puis à noter également 3 autres départements qui passent en vigilance orange, la Somme, le département de la Meuse et de la Marne. Donc on le voit, les cours d'eau sont très hauts dans le sud-ouest, ce qui a poussé Vigicru et Météo France à placer le Lot-et-Garonne en vigilance rouge pour la crue de la Marmande. La situation dans le sud-ouest qui reste critique, on vient de le comprendre avec ces cours d'eau toujours gorgés. C'est notamment le cas à Barry, près de Marmande justement. C'est là que l'on retrouve Anne-Sophie Varmont. En fait, à Barry, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la ville, elle est protégée par une digue. Regardez, vous voyez d'un côté, vous voyez cette Garonne qui monte. Et en fait, l'eau, elle s'arrête contre cette digue. C'est ce terre-plein avec de l'herbe. Et il y a les maisons de l'autre côté qui sont protégées par la présence de cette digue. Alors pour l'instant, c'est ce qui permet aux habitations de ne pas être sinistrées. Les habitants qui, évidemment, nous disaient que pour l'instant, ils étaient confiants parce que justement, ces digues, elles étaient très bien entretenues par la commune. Mais quand même, cette eau, elle monte, elle est à 9,10 m actuellement. Pour vous rendre compte, vous avez ici un arbre qui est juste derrière moi. Et bien, normalement, il faut savoir que cet arbre, il est complètement à sec. Il y a un banc juste en dessous. Il y a même des petits cailloux. Et ce que nous disait un habitant, c'est que normalement, ici, on peut très bien aller comme un peu sur une zone de plage, aller se baigner. C'est ce qu'il se passe l'été. Alors, je vous laisse écouter un de ces habitants nous expliquer un petit peu la situation au micro de Camille Fournier.
Le problème, il est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment, tout d'un coup, on va nous dire c'est sûr, votre maison va être dans l'eau. Et donc, est-ce qu'il faut monter pour rien ou est-ce qu'il ne faut pas monter les affaires? Donc là, chacun a son degré de tolérance. Nous, on n'a jamais monté les affaires et on ne l'a encore jamais regretté puisque l'eau, depuis 20 ans, n'est jamais rentrée dans la maison. Mais en 81, le fil que vous voyez là, le fil du téléphone, il fallait baisser la tête en barque pour ne pas se le prendre. Donc on sait que ça peut monter très très haut. Pour l'instant, c'est pas le cas et donc pour l'instant, on reste calme. Le plan de sauvegarde a été activé par le maire de la commune. Il permet notamment de passer des appels automatiques aux habitants. Alors s'ils ne répondent pas, tout simplement, ils sont rappelés. Alors il y a des gens qui viennent sur place, tout simplement pour vérifier s'ils vont bien. Autre possibilité avec ce système, c'est aussi de prévenir les habitants de prendre leurs précautions. Par exemple, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on leur a dit de déplacer leurs voitures, de les mettre sur des points hauts pour éviter que ces véhicules ne soient inondés. Et dans le nord, la décrue est très lente. Par endroits, les cours d'eau, d'ailleurs, là-bas, ont à nouveau grossi avec les copieuses précipitations qui sont tombées là-bas ces dernières heures. Précision sur place de Charles Bell, qui est à Neuville-sous-Montreuil, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour BFM TV. Ici, dans le Pas-de-Calais, la pluie a fait son retour tôt ce matin. Et selon Météo France, des précipitations sont attendues partiellement tout au long de la journée. Alors, vous le voyez ici, le niveau de l'eau reste élevé. L'eau a envahi de nombreux jardins, mais également des routes comme celle-ci qui restent toujours bloquées à la circulation. Et ça risque de ne pas s'arranger tout de suite. D'où l'inquiétude des habitants ici, mais également dans une dizaine de communes aux alentours. Nous sommes ici à proximité de la Canche, un fleuve dont le niveau a baissé de seulement 10 cm en l'espace de 2 jours. Et avec ces nouvelles précipitations, le niveau risque de repartir à la hausse dès ce soir avec environ 5 cm supplémentaires. La préfecture indique qu'il pourrait y avoir de nouvelles inondations dès ce soir, d'où le maintien du Pas-de-Calais en vigilance orange, mais également dans 3 autres départements voisins. Le Nord est en effet repassé du jaune à l'orange en fin de matinée. On en vient à présent à l'actualité sanitaire avec l'exécutif qui continue de scruter de près l'épidémie de Covid-19. Il y avait ce matin à l'Elysée un conseil de défense sanitaire. Il a été suivi de l'habituel conseil des ministres. Oui, un confinement n'est pas une fatalité. C'est ce qu'assure en tout cas Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Un gouvernement qui affiche d'ailleurs un optimisme mesuré, mais un optimisme quand même. Idem d'ailleurs pour la campagne de vaccination en cours. Au mois de janvier, nous avons vacciné 1 500 000 personnes. C'est 50% de plus que l'objectif qui avait été fixé fin décembre pour le mois de janvier. Et au mois de février, nous vaccinerons au moins 1 million de Français supplémentaires. Et évidemment, ces vaccinations vont se poursuivre à un rythme soutenu. Philippe Corvet du service politique BFM TV est avec nous. On apprend donc de Gabriel Attal plus d'informations sur la vaccination. Emmanuel Macron, hier, a été plus loin. Il a assuré qu'à la fin de l'été, tous les Français qui le désirent seraient vaccinés. Donc après le reconfinement, c'est encore un nouveau pari? Oui, c'est un engagement et on verra seulement à la fin de l'été si le président de la République peut le tenir. Mais c'est vrai que ces dernières heures à l'Élysée, ils sont plutôt confiants sur cet engagement. D'ailleurs, on peut noter que Angela Merkel a pris exactement le même et avait pris d'ailleurs exactement le même depuis plusieurs jours. Donc il y a un alignement entre la France et l'Allemagne sur cet engagement. Si on fait des maths sans rentrer trop dans le détail, ça fait à peu près... Il faudrait tenir 500 000 vaccinations par jour de semaine jusqu'à la fin de l'été pour arriver à cette vaccination de tous les adultes qui pourraient le souhaiter. Ça voudrait dire multiplier par 5 le nombre de vaccinations par rapport à aujourd'hui. Ça semble difficile parce qu'aujourd'hui c'est assez lent, mais en réalité ça va devenir possible à partir du moment où il y aura des livraisons de nouveaux vaccins. Alors le AstraZeneca qui va arriver dans quelques jours, et puis surtout on attend dans quelques semaines la validation et la livraison du Janssen. En fait c'est le vaccin du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson qui va arriver en masse normalement, qui va être plus simple à administrer. Il suffit d'une dose, il n'y a pas de problème de stockage, donc ça c'est très important pour la France. Autre raison pour laquelle l'Élysée est confiant, c'est qu'ils pensent pouvoir s'appuyer sur l'expérience de la vaccination pour la grippe, qui s'appuie notamment sur le réseau de pharmacies. Et à partir du moment où il y aura dans les pharmacies, à peu près toutes les villes, les quartiers, les villages, la possibilité de se faire vacciner, ça va résoudre beaucoup la question de quel rendez-vous, comment, est-ce que je peux accompagner mon fils, mon père, enfin voilà, ça va simplifier tout ça. Donc ça, c'est une raison de confiance. Et puis la comparaison, on sent bien un agacement de ces derniers jours à l'Élysée. La comparaison est le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a
dépassé ou est en train de dépasser 10 millions de vaccinés, de primo-vaccinés, alors que nous, on est à peu près 1,5 million. Et à l'Élysée, on dit on jugera de l'efficacité le moment venu quand on sera dans la population générale. Il n'y a pas de bataille d'ego et de communication publique, mais on souligne bien dans l'entourage du président de la République que Boris Johnson, lui, joue une vraie carte politique en démontrant à travers cette campagne de vaccination audacieuse, risquée, plus risquée encore que la France, très risquée et très rapide, que sortie de l'Union européenne, avec le Brexit, le Royaume-Uni est plus agile, plus audacieux et plus fort. On va s'attarder à présent sur les 4 nouveaux sites de production de vaccins qui ont été évoqués hier lors de l'interview surprise de Emmanuel Macron à la télévision. Une confirmation plus qu'une nouvelle annonce finalement. À Saint-Rémy-sur-Avre en Normandie, l'usine Delpharm finalisera la production du sérum Pfizer-BioNTech d'ici avril. Quant à l'usine Sanofi, ce ne sera pas avant la fin de l'année. Puis à Pau, c'est le vaccin de l'allemand CureVac dont on va beaucoup parler dans les prochaines semaines qui devrait être conditionné par Fareva. Ça, ce sera au mieux en mai, évidemment s'il obtient la validation de l'Europe. En revanche, ça devrait aller beaucoup plus vite pour le vaccin Moderna en Indre-et-Loire, où on va retrouver sur place Élise Philippe pour BFM TV. C'est l'usine Recipharm située juste derrière moi qui va donc produire le vaccin Moderna d'ici quelques semaines. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement comment ça va s'organiser ni combien de doses ce site sera capable de produire. Il faut dire que la communication du groupe Moderna est assez verrouillée. C'est difficile d'obtenir des informations. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'usine est en plein préparatif en ce moment. Elle est en train de s'organiser. Le PDG a indiqué que 2 millions d'euros allaient être investis et qu'une 60aine de personnes seraient recrutées pour faire face à la surcharge de travail. Sur ce site, Recipharm va s'occuper de la mise en flacon du vaccin et du contrôle qualité. Concernant la date de production, hier, Emmanuel Macron a indiqué que les 4 sites français autorisés à produire le vaccin pourraient le faire à partir de fin février, début mars. Ici, ce sera sans doute un peu plus tard, puisque tout à l'heure, Moderna nous indiquait au téléphone que la production débuterait plutôt aux alentours du premier semestre 2021, donc sur une période un petit peu plus large que celle indiquée par le président de la République. Et cette association entre le groupe Moderna d'un côté et cette usine d'Indre-et-Loire de l'autre devrait permettre de produire plus de doses et donc, in fine, d'accélérer la vaccination en France. Et puis dans l'actualité, on reparle du Sputnik V. Vous en souvenez peut-être, au mois d'août dernier, les Occidentaux avaient regardé un petit peu avec dédain cette annonce de la Russie qui commençait à vacciner avec ce sérum local. Donc le Sputnik V aujourd'hui finit de sourire. Oui, ce vaccin en fait est efficace à plus de 91%. C'est ce que dit une étude qui a été publiée dans la très sérieuse revue médicale The Lancet. Résultat, de Paris à Berlin, désormais, on envisage de l'inclure parmi les vaccins destinés aux Européens. Marion Bordet. Dans ces camions et sous bonne escorte policière, 40 000 doses du Sputnik V arrivent en Hongrie. L'objectif du premier gouvernement européen a autorisé le vaccin russe contre le Covid-19, vacciner 1 million de personnes en 3 mois. Les doses ont été transportées sans délai au Centre national de santé publique, afin que les derniers tests nécessaires soient effectués avant que les Hongrois puissent les obtenir selon le calendrier de vaccination arrêté. La revue scientifique The Lancet a validé les résultats du Sputnik V, efficace à plus de 91%. Un vaccin controversé lors de sa conception, mais qui pourrait être utilisé en Allemagne et en France, sous conditions. Tous les vaccins sont les bienvenus dans l'Union européenne, mais seulement ceux qui répondront au cahier des charges de l'Agence européenne du médicament. Tous les vaccins qui sont sur le marché, qui seraient efficaces et qui seraient homologués, doivent avoir leur place sur le marché français. On utilisera le vaccin russe, pourquoi pas? Si c'est confirmé, il n'y a aucune raison de faire de l'anti-russe. Ne pas faire de l'anti-russe, c'est également l'appel de Marine Le Pen sur Twitter. Travaillons en bonne intelligence avec la Russie et ne laissons pas l'idéologie anti-russe ruiner nos capacités à vacciner nos compatriotes. Contrairement aux vaccins de Pfizer, BioNTech ou Moderna qui utilisent une technique inédite sur l'homme, celle de l'ARN messager, Sputnik V revient à une méthode plus classique. Il est important de diversifier les systèmes de production de façon à ce qu'il y ait vraiment un développement important et le plus vite possible de la vaccination dans tous les pays. L'Agence européenne du médicament débutera l'examen de Sputnik V dès la semaine prochaine. Et on parle de ce fameux Sputnik V avec vous, Élise Gosset, notre éditorialiste en charge des questions internationales. La Russie a annoncé qu'elle voulait accroître la production de son vaccin en dehors de son pays, à l'étranger. La demande est très très forte. Et pour ce qui concerne l'Union européenne, toujours aucune demande de commercialisation. Pas encore, effectivement, pas de demande officielle, mais on voit que les choses s'accélèrent puisqu'un laboratoire allemand, Biologica, a reçu une demande de scientifiques russes du laboratoire de l'Institut Gamaleya qui a
découvert ce vaccin Sputnik pour voir comment effectivement on pourrait produire en Allemagne ce fameux vaccin qui fait envie. Alors effectivement c'est une accélération, mais il faudra de toute façon que la Commission européenne et surtout que l'Agence européenne du médicament approuve ce vaccin avant qu'il ne soit éventuellement préacheté, l'objet de précommande, et éventuellement produit en Europe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il y a déjà 16 pays dans le monde qui ont homologué ce vaccin et une cinquantaine de pays, de l'Inde au Brésil, en passant par l'Argentine, la Biélorussie, le Venezuela, qui attendent ce vaccin. Et dans l'Union européenne, il y a même la Hongrie qui, faisant fi des règles de l'Union, a décidé de commander et qui a déjà reçu des doses de ce vaccin. Et d'un point de vue diplomatique, Ulysse, Vladimir Poutine a peut-être de quoi se réjouir. On va peut-être moins le critiquer sur certains dossiers? Écoutez, sur le plan scientifique, c'est un joli coup. Rappelons que la Russie a été la première à avoir découvert un vaccin. C'était au mois d'août dernier. Maintenant, il y a des problèmes de production, mais c'est vrai que c'est une victoire, comme l'on dit, du soft power russe, de l'influence de la Russie à travers le monde. C'est bien joué pour Vladimir Poutine, alors que l'Union européenne, elle, a connu des ratés et est connue pour sa lenteur bureaucratique. Mais est-ce que cela met fin aux critiques? Sans doute pas. Car d'ailleurs, après l'emprisonnement de l'opposant Navalny, sa tentative d'empoisonnement, eh bien, l'Union européenne a vivement critiqué le Kremlin qui continue à défier l'Europe, mais maintenant on parle de sanctions contre Poutine. Alors est-ce que cela veut dire qu'il faut renoncer à toute coopération scientifique sur le vaccin? Évidemment pas. Dans le passé, il y a eu une coopération, par exemple, avec l'Union soviétique, avec laquelle on n'était pas non plus d'accord. Des cosmonautes français ont été envoyés dans l'espace. Mais il est clair qu'actuellement, avec cette crise sur l'Ukraine, sur la Russie de Navalny, eh bien, cela ne facilite pas la coopération, d'où les lenteurs actuelles. S'il y avait une confiance entre l'Europe et la Russie, eh bien, cela permettrait sans doute d'aller plus vite. Merci Ulysse Gosset. Quoi qu'il en soit, en France, en ce qui concerne la campagne de vaccination telle qu'on la vit actuellement, elle ne permettra pas de faire reculer la progression de l'épidémie. C'est ce qu'a rappelé encore hier le président Emmanuel Macron. Il y avait beaucoup d'interrogations, notamment sur la stratégie du gouvernement, celle de ne pas reconfiner. Et malheureusement, les chiffres actuels ne sont pas bons. Les détails de Caroline Dieudonné du service santé BFM TV. On va les regarder ensemble, notamment le nombre de patients qui sont actuellement hospitalisés, puisqu'on a refranchi le cap des 28 000 patients dans les hôpitaux, alors que vous voyez que le pic de la deuxième vague, on avait atteint 33 000, donc on n'est pas si loin, on était à 32 000 lors de la première vague. Et puis surtout, on a enregistré 2189 nouvelles hospitalisations, et ça n'était pas arrivé depuis le 19 novembre. Quand on regarde dans les services de soins critiques, notamment en réanimation, eh bien, on est à 3270 patients. Voilà, vous voyez avec cette ligne bleue qui était l'objectif des 3000 patients. Et là aussi, ça augmente. En moyenne, sur les 7 derniers jours, on est à 270 nouveaux patients par jour. Donc effectivement, c'est une situation qui est surveillée de près. On a enregistré une hausse de 6% en une semaine. Et puis on reste toujours sur un nombre élevé de cas, puisque hier on en a enregistré un peu plus de 23 000 par Santé publique France, et on est sur une moyenne de plus de 20 000 par jour. Donc effectivement, ça reste élevé. Donc on suit la situation. On aura par ailleurs les premiers résultats, pas encore les résultats complets de ce qu'on comprend, mais les premiers résultats de la deuxième enquête flash, vous savez, qui avait été commandée sur les variants jeudi. Normalement, c'est ce que nous dit Santé publique France. Voilà, et sans doute de nouvelles précisions demain, puisqu'on apprend qu'il y aura bien une conférence de presse avec Jean Castex, également le ministre de la Santé Olivier Véran. Demain à 18h, vous pourrez bien sûr la suivre en direct sur BFM TV. L'état de la pandémie en Australie, où 500 à 600 joueurs et personnels accrédités de l'Open de tennis de Melbourne sont maintenant à l'isolement après la découverte d'un cas positif au Covid-19 parmi le personnel d'un des hôtels où ils séjournent depuis leur arrivée. Ils attendent les résultats de leur dépistage. Conséquence, les matchs préparatoires de demain sont annulés. Puis comme quoi la situation peut rapidement basculer dans un pays. Le Portugal, par exemple, qui a longtemps été épargné par le virus, aujourd'hui on est contraint à appeler à l'aide internationale. Regardez, il y a cet avion allemand qui a décollé tout à l'heure, chargé de respirateurs, de lits d'hôpitaux aussi en direction de Lisbonne. Berlin d'ailleurs également dépêché sur place une équipe médicale pour soutenir les soignants portugais. L'actualité judiciaire à présent, après l'onde de choc provoquée par la sortie du livre de Camille Kouchner sur l'affaire du Hamel, le comédien Richard Berry, désormais, est dans l'œil du cyclone, accusé d'inceste par l'une de ses filles. Oui, cette fille, c'est Colleen Berry. Elle est âgée aujourd'hui de 45 ans. Colleen Berry qui a reçu, regardez, le soutien de sa cousine Marie-Lou Berry, comédienne,
qu'on connaît. Et par ailleurs aussi, disons-le, Marie-Lou Berry, qui est aussi la fille de Josiane Balasco. À travers un long post sur les réseaux sociaux, Richard Berry a démenti, lui, ces accusations. Précision de Mélanie Vecchio du service police-justice de BFM TV. Hier soir, il a pris la parole, l'acteur, sur les réseaux sociaux. Il dément de toute force, dit-il, et sans ambiguïté, ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec aucun de mes enfants. Selon lui, ces premières accusations, elles apparaissent il y a 7 ans de cela, lors d'un déjeuner en famille. Il va dire qu'il va être papa avec une nouvelle femme qui est entrée dans sa vie. Selon lui, eh bien, sa fille, Colline, va prendre cette nouvelle très violemment. Il va s'en suivre un échange de mails entre sa femme actuelle et sa fille. Et lors de cet échange de mails, eh bien, Colline va dire à son épouse du moment qu'elle a été victime d'inceste. Alors l'acteur, lui, dit avoir tenté en vain de parler à sa fille, que ça n'a pas pu être possible. Il va expliquer la situation à des amis, à de la famille et à des psychiatres, dit-il dans ce post sur les réseaux sociaux. L'affaire va se tasser, mais elle va ressurgir lors de la publication du livre de Camille Kouchner, de nouvelles accusations avec de nouvelles versions, dit l'acteur. Alors selon Richard Berry, eh bien, sa fille va alors prévenir les journalistes avant de déposer plainte. Cette plainte, on a eu la confirmation, le parquet de Paris a ouvert une enquête. Et lui, Richard Berry, dit qu'il a décidé d'écrire au procureur de la République parce que selon lui, même si les faits sont prescrits, il souhaite qu'une enquête soit ouverte. Alors que dit de son côté Colline Berry, parce qu'elle aussi, chronologiquement, a réagi tout à l'heure dans l'après-midi sur les réseaux sociaux. Elle a en fait répondu à son père, ouais. Tout à fait, sur les réseaux sociaux. Elle va dire que sa narration n'a jamais changé, elle n'a jamais varié, dit-elle, qu'elle a obtenu et reçu le soutien sur ces faits de sa propre famille. Ce qui a évolué au fil du temps, dit-elle, c'est l'attitude de mon père. De la violence, il est ensuite passé à la sollicitation pour que je passe l'éponge, pour que je ne fasse pas passer pour un pédocriminel. Et puis elle va revenir sur les faits. Elle évoque des baisers sur la bouche ou encore le fait qu'elle ait dû participer à des jeux sexuels dans un contexte de violence conjugale. En tout cas, pour le moment, même si une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, ni l'un, donc ni le père, ni la fille, n'ont été entendus par les enquêteurs. On en vient à présent au procès des bourreaux du petit Tony, ce garçon de 3 ans qui est mort à Reims en novembre 2016 après avoir été la cible de coups répétés de son beau-père. On va retrouver Mélanie Bertrand qui suit pour nous ce procès à Reims. Depuis hier, on a entendu, c'est vrai, de très nombreux témoins, dont des anciennes petites amies de l'accusé, qui dressent un portrait, vous nous le disiez, accablant du beau-père de Tony. Oui, effectivement, Loïc Vental, c'est un manipulateur, un méchant. Il n'y a rien de bon chez lui, c'est que du mauvais. Celle qui s'exprime ainsi à la barre, c'est une ancienne compagne de l'accusé qui décrit un homme impulsif, très souvent violent. Une autre ancienne petite amie précise qu'à ce moment-là, Loïc Vental, ces dernières semaines, ces derniers mois, il buvait beaucoup, il fumait tout le temps du cannabis. En détention, d'ailleurs, après la mort du petit Tony, elle va échanger plusieurs messages avec lui et il lui dira, à propos des circonstances de la mort de l'enfant, je cite, ce jour-là, j'ai craqué, je lui ai mis une claque de droite, je lui ai pété le nez. On sait maintenant que le petit garçon de 3 ans, il est mort d'un double éclatement de la rate et du pancréas après des semaines de maltraitance. Un simple accident, dira à ce propos Loïc Vental, une enquêtrice de personnalité qu'il a aussi rencontrée en détention. Elle raconte que Loïc Vental, d'après lui, la mère de Tony, elle était trop cool. Il fallait faire preuve d'autorité, pardon. C'est la raison pour laquelle il mettait des fessées éducatives, je cite, au petit Tony, et qui lui avait confisqué ses jouets. Et puis on retiendra enfin le témoignage de la mère de Loïc Vental. Elle est interrogée par la présidente hier soir qui lui demande de citer une seule qualité à son fils. Il y a à ce moment-là un grand silence. Non, vraiment, je ne peux pas vous dire, il n'en a aucune, répond la mère de l'accusé, un accusé qui sera enfin entendu vraisemblablement demain. Merci Mélanie Bertrand à Reims avec Alizé Boissin. Tout de suite la chronique éco. Rechargez vos batteries devant les rendez-vous de l'écho avec la nouvelle Skoda Octavia i-Vie hybride rechargeable. Bonjour Pierre Kupferman. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, les taux de crédit immobilier viennent à nouveau de battre des records historiquement bas, ce qui fait que les Français qui achètent un logement actuellement vont donc pouvoir économiser de l'argent sur le coût de leur emprunt. Oui, alors je vous laisse d'abord découvrir les nouveaux taux moyens. On est à 0,82% sur 15 ans.
1,28% sur 25 ans. Ce sont des moyennes. Avec un très bon dossier, on peut obtenir encore mieux que ça. Et donc, effectivement, avec des taux aussi bas, emprunter coûte beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Alors, on va prendre un exemple concret avec un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans. Alors, ça permet d'acheter 200 000 euros, ça permet d'acheter une maison dans pas mal de villes de France. Donc, en février 2011, sur 20 ans, vous aviez un taux de 4,05%. Aujourd'hui, c'est 1,02%. Et donc, il y a 10 ans, le coût du crédit pour emprunter 200 000 euros, c'était plus de 92 000 euros. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 22 000 euros. Ça fait quand même une différence de 70 000 euros. Et on peut le calculer autrement, en comparant les mensualités, alors hors assurance bien sûr. Pour ce prêt de 200 000 euros, on passe de 1 217 euros à 922 euros. Ça veut dire, autrement, dit qu'il fallait un petit peu plus d'un SMIC net pour rembourser cette mensualité il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, eh bien, le 3/4 du SMIC, ça suffit. D'accord, mais les prix de l'immobilier ont augmenté entre-temps, Pierre. Ça, c'est indéniable, mais quand même avec de très grosses différences selon les régions. Plus 36%, par exemple, en Ile-de-France pour les appartements, ça, c'est absolument énorme, et donc on peut dire là que la baisse des taux a été compensée par la hausse des prix. C'est déjà beaucoup moins vrai, vous voyez, en Ile-de-France pour les maisons, plus 12,5%. Pourquoi ? Parce que ce sont des logements qui sont majoritairement situés en grande banlieue, c'est-à-dire loin de Paris. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder l'évolution moyenne des prix hors Île-de-France. Là encore, je vous dis, c'est une moyenne. Il y a des villes comme Bordeaux où les prix ont beaucoup augmenté. Mais vous voyez quand même que ce soit pour les maisons ou les appartements, eh bien, la hausse, elle a été déjà compensée par l'augmentation des salaires. Je vous rappelle que le SMIC a progressé sur 10 ans de 11,5%. Donc si on comprend bien, acheter aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Oui, alors à condition, bien entendu, qu'une banque vous accorde le crédit que vous demandez, parce que pour les ménages modestes, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de décrocher un emprunt, même avec un taux au-dessus de la moyenne. En fait, les banques sont très prudentes, très regardantes, et c'est un petit peu le paradoxe du moment. On peut emprunter pour vraiment pas cher, mais à condition de faire déjà partie des privilégiés, c'est-à-dire des ménages qui ont un emploi qu'ils ne risquent pas de perdre et des revenus relativement confortables. Merci Pierre pour cet éclairage. Vous avez rechargé vos batteries devant les rendez-vous de l'écho avec la nouvelle Skoda Octavia i-Vie hybride rechargeable. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, l'inquiétude autour des inondations. Lot-et-Garonne vient de placer en vigilance rouge. D'autres départements, eux, passent à l'orange pour les inondations et les crues. Il s'agit de la Somme, de la Meuse et de la Marne. Un point complet dans un court instant avec nos envoyés spéciaux dans le Lot, bien sûr, mais également Marc, notre spécialiste météo en plateau. A tout de suite. Du lundi au vendredi. Retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, du lundi au vendredi sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Roche-Beaubois, goûtez au French Art de vivre. Qui peut concurrencer la MAF? Pour mes assurances à la MAF, il me faut faire de vraies économies, eux. 200 € offerts si vous souscrivez un contrat auto-tout-risque et un contrat habitation. Votre devis au 3015 est dans les agences MAF. Vous aimeriez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité? Alors rendez-vous sur le site comgem.fr pour calculer gratuitement votre IMC. Grâce à Comgem, en perdant 15 kilos, Erika est passée d'un IMC de 27,7 à un IMC de 22,7. Elle est donc repassée dans le vert. Et regardez Myriam, elle est passée d'une situation de surpoids avec un IMC à 28,3 à un IMC normal de 21,4. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids et retrouver un IMC normal, rendez-vous sur le site comgem.fr, comgem.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr.
L'information, vous y avez accès, mais l'analyse, qui vous la donne? Nous nous appelons l'Express, mais nous prenons le temps. Le temps pour vous raconter l'histoire qui se cache derrière les gros titres. Indépendant, ouvert sur l'international, libéral, l'Express assure un traitement en profondeur de l'actualité. Vous voulez prendre les bonnes décisions? Dans cette nouvelle époque, rejoignez le Nouvel Express. En ce moment, profitez de notre offre d'abonnement papier, digital et podcast à seulement 1 € par mois sans engagement. Rendez-vous sur l'express.fr. L'Express, savoir quoi penser de ce monde. Regardez la météo avec Monabank, la banque en ligne qui choisit les gens avant l'argent. Et cette information de dernière minute, le département du Lot-et-Garonne vient de passer en vigilance rouge en raison de la crue de la Garonne dans le secteur de Marmande où le niveau de l'eau pourrait dépasser les 10 mètres. Soyez extrêmement prudents si vous habitez cette commune. 19 autres départements sont placés en vigilance orange. Dans le sud-ouest, sur l'extrême nord, sur le nord-est, avec toujours quelques averses qui circulent principalement d'ailleurs sur le nord-est et qui font réagir les cours d'eau. Donc je vous rappelle, le département du Lot-et-Garonne en vigilance rouge dans le secteur de Marmande avec quelques pluies encore attendues pour demain matin entre le Pays Basque et en direction du département de la Creuse. Un ciel très chargé sur le nord-ouest, quelques averses, de belles éclaircies au nord de la Seine. Dans l'après-midi, donc toujours cette petite perturbation, pas très active, mais qui va contraindre la décrue donc sur les départements en vigilance orange et en vigilance rouge. Je vous en parlais, le Lot-et-Garonne, avec quelques pluies entre le Pays Basque et en direction du Jura. Les plus belles éclaircies attendues entre la Bretagne et la Normandie. Les températures toujours très douces dans ce flux de secteur ouest à sud-ouest. 9 degrés pour Nantes demain matin, 7 à Paris, 10 à Biarritz et 10 à Perpignan. Et dans l'après-midi, des températures toujours très douces pour la saison. 12 degrés à Paris, 10 pour Lille, 15 degrés à Perpignan et 19 degrés pour Ajaccio. On revient dans quelques instants donc sur le passage du Lot-et-Garonne en vigilance rouge. C'était la météo avec Monabank, la banque en ligne qui écoute votre avis au quotidien. À la ligne de l'actualité à 16h30 sur BFM TV, cette situation météo toujours préoccupante. Le Lot-et-Garonne passe en vigilance rouge à crue. Ce sont désormais également 19 départements qui sont en alerte orange, principalement dans le nord, dans le sud-ouest et l'est du pays. Nous serons sur place, notamment dans le Lot-et-Garonne, dans un instant avec Anne-Sophie Varmont à Couture-sur-Garonne. Après une réunion avec les laboratoires, Emmanuel Macron assure que les Français qu'il souhaite seront tous vaccinés d'ici l'automne. Quant à la situation de l'épidémie, l'exécutif prévient qu'elle reste toujours très fragile. C'est historique. La justice reconnaît l'État français responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une décision qui fait suite à l'affaire du siècle. Cette pétition soutenue par plus de 2 millions de Français. Le point complet donc sur cette situation météo compliquée, sur les suites de ces inondations. Ça reste assez précaire. Ça pourra durer dans certains départements. Le Lot-et-Garonne vient de passer en vigilance orange crue. Anne-Sophie Varmont, on vous retrouve. Vous êtes à Couture-sur-Garonne. Le niveau de l'eau est déjà en train de remonter. Oui, tout à fait. On essaye de rejoindre en fait cette commune de Couture-sur-Garonne. Alors avec Camille Fournier, on a eu vraiment des itinéraires très compliqués. Tout simplement parce que pour rejoindre cette commune, eh bien, on est entouré de zones inondables, de routes qui sont inondées, donc qui sont fermées à la circulation. Là, en fait, au niveau de mes pieds, c'est la départementale 3 et vous voyez, en fait, elle est complètement immergée, donc impraticable. Les voitures au bout de la route sont obligées de faire demi-tour et c'est comme ça, en fait, sur toute cette commune qui est complètement, en fait, inaccessible. Et ce que nous disait une adjointe de la mairie, c'est que finalement, pour rejoindre Couture-sur-Garonne actuellement, il n'y a pas d'autre possibilité que d'emprunter un bateau des pompiers. En fait, ce sont des barges spéciales qui n'ont pas de fond et qui permettent, eh bien, soit de porter secours aux populations, soit d'acheminer des vivres ou de récupérer des objets, de récupérer des gens, de les extraire, en fait, de leurs habitations ou comme nous l'attendons, eh bien, de venir nous chercher pour nous acheminer vers cette commune de Couture-sur-Garonne. Mais vous le voyez, au niveau météo, la situation est compliquée. Pour l'instant, il ne pleut plus, mais l'eau continue de monter. Anne-Sophie Varmont en direct du Lot-et-Garonne avec Camille Fournier pour BFM TV. Pour aller plus loin, on va retrouver Marc Hay, notre journaliste météo. Qu'est-ce qui a prévalu à ce changement de vigilance, passé, donc on le disait il y a quelques heures, de l'orange à la vigilance absolue, c'est-à-dire rouge?
Alors en réalité, les services de Météo France et de Vigicruise suivent minute par minute le niveau des cours d'eau. Donc c'est vrai que jusque-là, le département du Lot-et-Garonne était placé en vigilance orange. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les ondes de crue de la Garonne et du Lot, en fait, se propagent vers ce qu'on appelle la Garonne marmandaise. Et donc ce cours d'eau vient d'être placé en vigilance rouge parce que, en fait, il atteint un niveau très important. Il pourrait dépasser la cote des 10 mètres. Et donc, lorsqu'on atteint cette cote de 10 mètres, on parle d'inondation généralisée. Et donc, parmi les secteurs touchés, il y a notamment donc ce secteur de la Garonne marmandaise, avec donc un niveau qui pourrait fortement augmenter, et notamment donc cette commune, cette ville de 17 000 habitants, la ville de Marmande, qui pourrait donc être concernée par des niveaux très importants, par des inondations également importantes. Et sur le dernier relevé à 14h45, le niveau frôlait les 10 mètres. On était à 9,97 m. Et ce niveau devrait encore augmenter durant ces prochaines heures. Marc, autre changement dans cette vigilance. 3 nouveaux départements passent à l'orange crue. Il s'agit de la Somme, de la Meuse et de la Marne. Oui, absolument. Donc au final, si on fait le compte, on est à 19 départements en vigilance orange, un département en vigilance rouge, le Lot-et-Garonne. Et donc la vigilance orange a été mise en place pour la Somme, pour la Meuse et pour la Marne, tout simplement parce que là aussi on a eu de fortes pluies en fin de nuit dernière et ce matin, et donc là où une décrue s'était amorcée, donc sur les départements des Hauts-de-France, on le voit, les cours d'eau repartent à la hausse, et puis donc sur les départements qui ont été placés en vigilance donc orange à l'instant, eh bien c'est que là aussi les cours d'eau repartent à la hausse, des pluies qui interviennent dans un contexte de sols qui sont saturés en eau, et malheureusement les précipitations à venir pour ces prochains jours ne devrait pas arranger la situation. Donc on le rappelle, à 16h33, cette vigilance rouge qui a été lancée sur le département du Lot-et-Garonne pour la crue de la Garonne, notamment dans le secteur de Marmande, cette ville de 17 000 habitants où le niveau d'eau pourrait dépasser les 10 mètres d'ici à ce soir. Merci Marc pour toutes ces précisions. On va prendre la direction de Paris à présent, où on va retrouver Antoine Delcourt, qui se trouve pas très loin du pont de Grenelle, non pas à New York, vous êtes bien à Paris, parce qu'on aperçoit derrière vous la Statue de la Liberté. À Paris, la situation est quand même moins grave, mais c'est vrai, la Seine a débordé par endroits. Oui, effectivement, sur certains tronçons, on a de plus en plus les pieds dans l'eau, avec effectivement derrière moi cette statue de la Liberté dont les accès ont été interdits aux piétons. Aux piétons, il y a aussi l'accès. Il y a d'autres portions de ces quais qui sont eux fermés à la circulation automobile. La nouveauté depuis ce matin, c'est que le niveau de la Seine dépasse désormais les 4,30 mètres et que du coup la circulation fluviale a elle aussi été interdite. Ce niveau de la Seine, en effet, il va monter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, avec notamment un fort épisode pluvieux attendu vendredi, et du coup qui pourrait perturber la circulation des trains, avec notamment le RERC qui, on le rappelle, longe ici les quais sur une dizaine de stations et qui en 2008 avait dû être fermé quand ce niveau de la Seine avait atteint les 4,80 mètres. À l'époque, ce niveau de la Seine était monté jusqu'à 5,80 mètres. Aujourd'hui, on en est bien loin, certes, mais la vigilance reste de mise. Merci Antoine Delcourt pour ces images du côté de la Seine à Paris. Pont de Grenelle, actualité sanitaire à présent, avec un programme chargé pour Emmanuel Macron et le gouvernement. Ce matin, un conseil de défense sanitaire a précédé le traditionnel conseil des ministres. Oui, au lendemain d'une interview télévisée au débeauté, comme on dit, du chef de l'État pour défendre et évoquer les labos autour de la politique vaccinale de la France. Qu'est-ce qui est sorti précisément de ces réunions aujourd'hui? On va faire le point avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui évoque notamment la mobilisation de l'exécutif sur la question des variants. On sait que le gouvernement est critiqué sur notamment le retard concernant le séquençage des variants. Si je devais la résumer, je dirais que la mobilisation, c'est d'abord de limiter l'arrivée de personnes atteintes par un variant sur le sol français, d'où la mobilisation supplémentaire sur les frontières qui a été rehaussée vendredi dernier avec la mise en place de motifs impérieux pour venir en France, c'est-à-dire une limitation quasiment totale des motifs pour se rendre sur notre territoire. La deuxième chose, c'est de freiner le développement de ces variants. D'où les mesures qui ont été mises en place très tôt, et notamment le couvre-feu qui a été avancé à 18h, d'où le renforcement des mesures qui a été annoncé vendredi pour limiter le brassage, avec la fermeture des grands centres commerciaux, avec le recours accru au télétravail qui vise là aussi à freiner. Ce qu'a indiqué le ministre des Solidarités et de la Santé, c'est que
on constate une augmentation importante des variants sur notre territoire, qui est estimée de l'ordre d'une augmentation de 50% chaque semaine. Voilà pour les précisions donc apportées par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. On en vient maintenant à cette conférence de presse qui aura lieu cette fois-ci demain à 18h. On en parle avec vous, Jérémy Brossard du service politique BFM TV. Le Premier ministre qui sera en présence d'Olivier Véran, d'Elisabeth Borne, d'Agnès Pannier-Runacher. De quoi s'agira-t-il ? Eh bien, il s'agit de faire un point hebdomadaire désormais depuis plusieurs semaines maintenant, notamment sur l'arrivée du nouveau vaccin, sur la façon dont va être déployé ce vaccin AstraZeneca sur l'ensemble du territoire. Emmanuel Macron a eu l'occasion hier de donner des précisions en expliquant qu'il serait réservé notamment aux moins de 65 ans. Et le déplacement attendu du Premier ministre dans quelques minutes maintenant, tout juste à Suresnes, dans un centre de vaccination, eh bien, nous dit-on à Matignon, c'est aussi pour le Premier ministre l'occasion de prendre la mesure de la façon dont les choses se déroulent concrètement sur place. On sait qu'il a beaucoup mis en avant, le Premier ministre, depuis son arrivée à Matignon, il y a plus de 6 mois, la carte des territoires, une forme de pragmatisme avec une volonté d'aller sur le terrain. Il est sur place cet après-midi, il s'exprimera, il s'adressera aux Français demain. Il y a évidemment tout un panel de mesures annoncées, ou en tout cas de points à faire sur la question de la vaccination, sur la question des contrôles, sur la question aussi d'un éventuel reconfinement. Voilà les points importants. Ce qui est intéressant de noter, c'est de voir à quel point l'exécutif communique. On l'avait déjà vu la semaine dernière avec une prise de parole de Gabriel Attal après le Conseil des ministres. Vous allez me dire, c'est le mercredi, c'est toutes les semaines pareil, mais Olivier Véran avait parlé le jeudi. Ensuite, le Premier ministre avait pris la parole à l'issue d'un conseil de défense sanitaire convoqué d'urgence un vendredi soir. Même chose aujourd'hui, puisque là, on a un Premier ministre qui retourne sur le terrain, qui s'exprimera effectivement demain sur la question de la vaccination. Le porte-parole du gouvernement a eu l'occasion aujourd'hui de rappeler un peu la ligne de l'exécutif, à savoir qu'il y a un chemin, pour reprendre le mot employé par Gabriel Attal, étroit, mais il n'y a ni accalmie ni explosion en termes de vagues épidémiques, et donc il y a l'espoir de l'exécutif de pouvoir passer entre les gouttes d'un troisième reconfinement, même si évidemment on n'exclut par principe aucune hypothèse, mais on fait le pari, en tout cas le pari sanitaire, que ces vacances de février, avec des Français qui peuvent partir en vacances mais qui vont peut-être s'auto-limiter d'eux-mêmes, et bien que ça permettra, avec le sens des responsabilités, de limiter les brassages sociaux et donc la contamination. C'est le pari, l'espoir évidemment de l'exécutif. Merci Jérémy. Virus, quelle situation vous pourrez vivre évidemment demain en direct à partir de 18h et même dès avant avec nos spécialistes des questions de santé. Cette conférence de presse du Premier ministre, accompagné notamment d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Alors hier, on le disait, le président de la République l'a affirmé, l'objectif désormais est de vacciner tous les Français, ce qu'ils souhaitent en tout cas d'ici la fin de l'été, notamment grâce à 4 sites de production qui produiront des vaccins contre le Covid-19, dont 3 sous-traitants. Il y a d'abord, regardez cette carte, l'usine du groupe suédois Recipharm à Mons, en Indre-et-Loire, qui va produire le vaccin Moderna. Ce sera courant mars, nous dit-on. C'est ce que dit en tout cas la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Et puis à Saint-Rémy-sur-Avre, ça c'est en Normandie, il y a l'usine Delpharm qui va finaliser la production du sérum Pfizer-BioNTech d'ici avril. Production hypothétique cette fois-ci pour le vaccin allemand CureVac. Ça serait courant mai au mieux dans l'usine de Pau de Fareva. S'il obtient donc la validation de l'Europe, l'horizon est beaucoup plus lointain en revanche pour le laboratoire français Sanofi pour la production du vaccin Pfizer-BioNTech et aussi de son propre sérum, plutôt, dit-on, au second semestre 2021. Et puis c'est dans ce contexte de course au vaccin qu'une étude scientifique américaine décrit qu'une personne ayant déjà été infectée par le Covid-19 n'a pas besoin de deuxième dose. On vous retrouve, Caroline Dieudonné, vous êtes notre spécialiste des questions de santé. Ça peut changer des choses, cette étude qui sort effectivement aux États-Unis ? Alors pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, ce sont encore des informations qui doivent être confirmées par des études supplémentaires. Mais effectivement, dans cette étude, eh bien, on a comparé un certain nombre de personnes. Donc on a pris 109 personnes, un certain nombre qui avaient déjà été infectées par le virus et les autres non. Et on a comparé donc leur réponse immunitaire avec 1 et 2 doses. Et on s'est rendu compte, effectivement, disent les auteurs, eh bien, que les personnes
personnes qui avaient déjà été infectées par le virus avaient une réponse immunitaire plus forte, ce qui fait dire à l'un des auteurs, Florian Kramer, que peut-être une seule dose serait suffisante. Alors encore une fois, tout cela reste à confirmer. La question a été posée à la Haute Autorité de Santé qui va sans doute émettre donc des recommandations puisque la question est étudiée. C'est ce qu'ils ont expliqué. Et puis pour répondre à votre question, ça pourrait permettre effectivement d'économiser des doses ou alors ça pourrait changer l'ordre de priorité dans la vaccination. Mais pour l'instant, encore une fois, on attend des données complémentaires. Merci Caroline Dieudonné. On attend encore en effet d'en savoir plus sur ces données. Yannick Jadot s'était félicité d'un dénouement judiciaire historique. En effet, l'État français est reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont les suites de l'affaire dite du siècle, de nom de cette pétition qui avait recueilli l'assentiment de plus de 2 300 000 Français pour dénoncer justement l'inaction de la France en matière de climat. Oui, effectivement, les défenseurs d'environnement mise, c'est vrai, de plus en plus sur la justice pour obtenir gain de cause. Alors, qu'est-ce que le tribunal administratif a décidé concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va changer? Réponse avec François Pitrel, spécialiste des questions de santé, mais aussi d'environnement à BFM TV. Le tribunal condamne la France à 1 euro symbolique pour ne pas avoir respecté ses objectifs en termes de réchauffement climatique. Et c'est vrai que depuis 2015, depuis les accords de Paris, la France dépasse chaque année le budget carbone, ce qu'elle s'était engagée à faire depuis ces accords de Paris. En gros, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 1,9% chaque année et on a constaté seulement 1,1% de baisse de nos gaz à effet de serre, d'après le Haut Conseil pour le climat. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Le tribunal, donc, il constate que quand l'État ne lutte pas suffisamment contre le réchauffement climatique, cela a des conséquences sur la nature, sur les hommes, sur les récoltes, et que donc une victime d'une inondation, comme on le voit par exemple en ce moment, si on prouvait qu'elle était liée au réchauffement climatique, on pourrait obliger l'État soit à dédommager, soit à mener des politiques publiques qui permettraient de faire respecter nos engagements pour le climat. Alors le tribunal a néanmoins 2 mois, a donné 2 mois au gouvernement pour montrer que ces politiques publiques permettent de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Et on attend la semaine prochaine l'adoption en Conseil des ministres de la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc la plupart des associations comptent d'ici 2 mois revenir devant le tribunal pour prouver que la France, même avec cette loi, n'arrive pas à respecter ses engagements. 16h44 sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette visite surprise de Jean Castex, notamment à Suresnes, et puis évidemment sur ces accusations d'inceste à l'encontre de l'acteur Richard Berry par l'une de ses filles, sa fille aînée. Tous les détails dans notre prochain journal. À tout de suite. – 19h, 21h, 120 minutes d'info. Bonsoir à toutes et tous, c'est parti pour le 120% News. L'événement du jour, nos reporters sur le terrain, le débat. Ce n'est pas comme cela que ça marche. L'invité. Comment je me protège, comment j'ai surtout un comportement qui sauve. Et comment je peux protéger les autres, c'est le plus important. Ce gouvernement et celui qui l'a précédé, il leur a manqué des cours de psychologie politique élémentaire. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et ça fait pas mal réagir. Tout ce que vous devez savoir sur une journée d'info. 120% News, avec Alain Marchal, du lundi au jeudi à 19h sur BFM TV. Prenez de l'avance en regardant votre programme avec la BMW X1 hybride rechargeable. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. En France, plus de 20 millions de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. Et évidemment, ce n'est pas sans risque pour la santé. Moi aussi, j'étais en surpoids et même en obésité pendant plus de 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans? En à peine 6 mois, grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos et j'ai retrouvé un IMC normal. Alors vous aussi, vous pouvez savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité en moins d'1 minute. Rendez-vous sur comej'aime.fr pour calculer gratuitement votre IMC. comej'aime.fr. Fièvre, fatigue, frissons, courbatures. Contre les symptômes des états grippaux, illico, fébréaux.
En comprimé sublingual pour une absorption rapide, Febreo est un médicament homéopathique aux 2 substances actives d'origine végétale et minérale. Dès les premiers symptômes des états grippaux, illico Febreo. Traditionnellement utilisé en cas de fièvre, douleur musculaire ou articulaire lors d'infections virales aiguës saisonnières. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. AutoHero, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. AutoHero livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. AutoHero, achetez votre voiture facilement en ligne. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait un rêve, c'est de retrouver une vie normale. Rien d'extraordinaire, juste une vie faite de repas au restaurant entre amis, de cinéma en famille. Et pour retrouver cette vie-là, eh bien, dès que je le pourrai, je m'inscrirai et je me ferai vacciner. 16h47 sur BFM TV, on va prendre la direction de Suresnes où le Premier ministre Jean Castex est en déplacement, un déplacement un peu surprise, accompagné, vous le voyez, du ministre de la Santé Olivier Véran. Ils sont en déplacement dans un centre de vaccination. On les voit discuter avec le personnel sur place, évidemment, avec également les personnalités, les élus de Suresnes. Un déplacement, Jérémy Brossat, qui n'était pas prévu. Non, déplacement surprise, effectivement, on l'a pris il y a un peu moins d'une demi-heure. Ça n'était pas à l'agenda du Premier ministre, mais ça illustre la volonté de l'exécutif d'occuper clairement le terrain sur un sujet extrêmement sensible depuis un mois, depuis la fin du mois de décembre, en réalité, depuis le lancement de la campagne de vaccination en France et des nombreuses critiques sur les lenteurs, sur finalement une logistique qui ne se met pas suffisamment en place, avec une comparaison permanente, pour ne pas dire quotidienne, avec nos voisins européens. Et donc le Premier ministre qui veut occuper le terrain, montrer effectivement qu'il prend à bras-le-corps cette situation, et puis aussi avoir des retours de terrain. Il a beaucoup mis en avant son caractère d'élu local, d'ancien maire de Prades, Jean Castex, depuis son arrivée à Matignon. Il a fait des déplacements comme ça depuis plusieurs mois, depuis son arrivée à l'hôtel de Matignon, dans des hôpitaux. On l'a vu au CHU de Montpellier, on l'a vu en Alsace dernièrement. Et donc il y a la volonté d'envoyer une image clairement sur la question de la vaccination, et ce, à la veille d'une nouvelle conférence de presse du Premier ministre. Ça sera comme tous les jeudis, même si ce n'est pas tous les jeudis pour le Premier ministre. En tout cas, il sera présent demain à 18h. Ça sera à suivre en direct sur BFM TV. Et Jean Castex qui fera un point d'étape à la fois sur la progression de l'épidémie, sur les mesures de freinage du virus, sur les contrôles qui ont été renforcés. On a en tête évidemment les annonces qu'a fait le Premier ministre en personne vendredi soir, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire. Et puis un point aussi sur la vaccination, puisque c'est ce qui occupe le Premier ministre actuellement. Il est dans un centre de vaccination à Suresnes. Et puis le développement, la mise en place du nouveau vaccin AstraZeneca dans les prochaines semaines en France. On sent que c'est un défi sanitaire, évidemment, pour les Français, impatients de voir la montée en puissance de cette campagne de vaccination, mais un enjeu politique aussi, évidemment, avec la nécessité de montrer que tout est fait pour que les vaccinations se passent rapidement. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le président de la République, en personne, est intervenu hier soir à la télévision pour essayer de rassurer les Français qui montrent des signes d'impatience face à la stratégie vaccinale de la France. Caroline Dieudonné, vous êtes notre spécialiste des questions de santé. D'ailleurs, on en est où en termes de vaccination, de personnes vaccinées, de personnes qui ont reçu leur première dose, en fait? Oui, parce qu'il faut faire la différence entre les personnes qui ont reçu une première injection et celles qui ont reçu 2 injections. Si on regarde les dernières données du ministère de la Santé, on est à un peu plus de 1 600 000 personnes qui ont pu recevoir une injection, et on est autour de 100 000 personnes qui ont pu recevoir une deuxième injection. Donc c'est vrai que ça va se poursuivre dans les dernières semaines. On a vu effectivement qu'il y avait tous ces retards qui avaient été annoncés par les différents laboratoires. Et puis, Jérémy l'évoquait à l'instant, il y a ce nouveau vaccin qui a été approuvé au niveau de l'Agence européenne du médicament et puis de la France. C'est donc celui d'AstraZeneca qui a été développé avec les chercheurs de l'université d'Oxford. C'est donc cette fois un vaccin à vecteur viral, et la Haute Autorité de Santé, on le rappelle, recommande
donc de l'utiliser notamment chez les moins de 65 ans en attendant justement des données complémentaires pour les plus de 65 ans. Merci Caroline Dieudonné. Dans l'actualité également, cette nouvelle accusation d'inceste. Après la publication de La Famille agrandée, le livre de Camille Kouchner, c'est désormais la fille aînée Colline de Richard Berry qui dénonce des agressions sexuelles de la part de son père lorsqu'elle était enfant. Oui, là aussi, vous allez le voir, dans la famille, il y a des voix discordantes. Le point sur cette affaire avec Mélanie Vecchio et Anne Lorbance. Elle accuse son père d'avoir abusé d'elle alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Aujourd'hui, âgée de 45 ans, Colline Berry, la fille aînée de l'acteur Richard Berry, porte plainte contre lui pour des faits incestueux. Des accusations niées en bloc par l'acteur dans un message posté hier soir sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colline, ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. L'acteur indique également avoir pris contact avec le procureur afin que malgré la prescription des faits, une enquête approfondie soit diligentée pour faire toute la vérité. Richard Berry raconte que depuis 7 ans, dans le cadre familial et privé, sa fille exprime des accusations à son encontre. Son récit a évolué avec le temps, il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs ou de l'actualité. Dans un message posté ce matin, toujours sur les réseaux sociaux, Colline Berry décrit les violences sexuelles qu'elle affirme avoir subies plus jeune. Cette enfant, celle qui était embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle qui a dû participer à ces jeux sexuels, c'est elle qui a déposé plainte. J'essaye d'évoquer ces faits depuis longtemps, avec discernement. Ma narration des faits n'a jamais varié. Colline Berry a reçu le soutien de sa mère et de sa cousine Marie-Lou Berry. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et confiée à la brigade des mineurs. Selon une source proche du dossier, la plaignante n'a pas encore été entendue par les enquêteurs. 16h52, restez avec nous dans un instant. Retrouvez BFM Story avec Olivier Truchot.